Professeur Balthazar, nous vous écoutons sur ce vieux débat inné et acquis, à qui on se le demande, comme disaient certains comiques. Voilà, même si en la circonstance, c'est-à-dire autour de la sexualité, la question ne peut paraître ne pas être trop angoissante, mais c'est vrai que le débat est ancien et que les ramifications de ces théories et de cette approche peuvent être multiples. Nous vous écoutons. Merci beaucoup. Je crois qu'il est allumé là. Je ne sais pas si je vais rester assis ou je vais rester assis pour parler un instant. On verra si j'éprouve le besoin de me promener un petit peu. Sinon, je prendrai le microphone. Bon, donc merci tout d'abord au Conseil régional, à l'association Science Action qui m'a invité aujourd'hui, toutes les personnes qui m'ont invité, à l'initiative de Hubert Vaudry, ou en tout cas ça a été un agent catalyseur. C'est un collègue et ami depuis plusieurs décennies maintenant. Nous travaillons grosso modo dans le même domaine de la science, encore que nous ayons nos spécificités bien particulières, mais on n'entrera pas là-dedans aujourd'hui. Alors on va donc parler aujourd'hui de différences sexuelles, en s'intéressant particulièrement au cerveau d'une part, et d'autre part à la sexualité et à l'orientation sexuelle. Bon, le titre reprend homosexualité de façon systématique parce que c'est un mot que tout le monde comprend et qui attire l'attention et qui donc attire du monde, manifestement. Mais dont on va parler essentiellement, c'est de l'orientation sexuelle, c'est-à-dire de l'attraction qu'on a pour des personnes d'un sexe ou d'un autre. Et donc on s'intéresse, la conférence que je vais vous faire devrait être d'intérêt aussi bien pour les personnes homosexuelles que pour les personnes hétérosexuelles. Je crois qu'il est aussi interpellant pour l'un comme pour l'autre de se demander quelle est la base de notre sexualité, est-ce qu'elle est apprise, est-ce qu'elle est innée, est-ce qu'elle est biologique. Je ne pense pas que ça soit inné entièrement personnellement, je pense plutôt que ça soit biologique, et on reviendra sur la nuance dans un petit moment. Alors, différence entre sexes chez l'homme et chez l'animal. Bon, il n'y a probablement pas besoin de vous commenter beaucoup les premiers aspects de cette diapositive. Bon, il est bien clair que morphologiquement, les hommes et les femmes sont différents, ils diffèrent par leurs caractéristiques sexuelles primaires et secondaires. Donc primaire, on entend les structures génitales essentiellement. Secondaires, c'est d'autres caractéristiques qui sont différenciées, comme la présence de pilosité faciale chez l'homme ou la présence de seins et de hanches plus larges chez la femme, par exemple. Le comportement reproducteur est également différencié. Alors, vous n'y avez peut-être pas pensé, mais l'orientation sexuelle, donc cette attraction pour un sexe ou pour l'autre, est quelque chose de très différencié, puisque 90, enfin je dis 90, mais c'est 90 de ce côté-ci de la frontière, donc 90 à 95% des hommes sont attirés sexuellement par les femmes, et inversement, 90%, 85-90% des femmes sont attirées par les hommes. Donc il y a une grosse différence entre hommes et femmes à ce niveau-là, même si il y a un certain nombre de sujets, d'individus qui ont une orientation inverse. Alors, on a une technique apparemment, on va laisser qui a une orientation inverse, on n'a pas besoin de la dire pour le moment, une orientation inverse, donc qu'on appelle homosexualité. Donc je vous avais dit que l'orientation sexuelle est quelque chose de différencié. L'identité également, donc l'identité c'est le sexe, le genre qu'on pense avoir et qui est en général en accord avec le sexe génétique qu'on a et avec le sexe gonadal et génital. Mais il y a un certain nombre d'individus, c'est un tout petit nombre, c'est 1 pour 20, 30, 40 000 personnes qui pensent être du sexe opposé à celui du corps dans lequel ils se trouvent, c'est ce qu'on appelle les transsexuels. C'est aussi quelque chose de très différencié puisque la majorité des hommes pensent être des hommes et la majorité des femmes pensent être des femmes. Moins connu est le fait qu'il y a des différences de la structure du cerveau, alors nous y reviendrons. Ce n'est pas des différences majeures. Bon, si on prend 2 secondes, historiquement, on a pensé pendant 20 siècles que les femmes n'avaient pas de cerveau du tout, donc c'était relativement simple, il y avait une grosse différence là. Puis alors à la Renaissance, quand on a commencé à faire des dissections, bon, on s'est rendu compte que tout compte fait, les cerveaux des femmes étaient grosso modo identiques à ceux des hommes, ils étaient un peu plus légers, mais quand on corrigeait par le poids, c'était pareil. Donc on a dit il n'y a plus de différence. Et puis depuis les années 70-80 du siècle dernier, donc de 1970-1980, on s'est rendu compte qu'il y a en fait toute une série de différences qui sont relativement discrètes, mais qui sont importantes tout de même. Alors, il y a d'autres différences auxquelles on ne pense pas, qui sont les différences de pathologie nerveuse. Bon, les hommes sont plus sensibles à certaines maladies que d'autres, les femmes à d'autres, donc j'ai 2 exemples repris ici. Il y a aussi des différences d'aptitude cognitive qui sont présentes, aptitude verbale, aptitude au raisonnement mathématique, on en reparlera. Ceci a donc été schématisé dans une dia amusante que vous pouvez retrouver sur Internet un petit peu partout, donc le cerveau masculin et le cerveau féminin. Donc,
Je ne vais pas vous faire tout le détail, on ne sait peut-être pas tout lire, mais enfin, il y a un centre du chocolat chez la femme, le noyau de la décision, il y a un hémisphère du besoin d'engagement qui sont très très développés. Chez l'homme, vous retrouvez bien entendu le centre du sexe qui est très développé. Il y a une autre bas de page aussi qui dit le centre entendre les enfants pleurer la nuit n'a pas pu être représenté car il est trop petit pour être représenté à l'échelle. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui est très largement répandu dans notre société. Il y a d'autres différences qui sont un peu moins connues, comme par exemple des différences de jeux. Bon, les jeux, c'est bien connu, les enfants des deux sexes jouent avec des jouets différents. Bon, les garçons représentent avec des ballons ici, les filles avec des poupées, des dinettes, des choses de ce genre-là. Un peu moins connu, les dessins que font les enfants spontanément sont très différents. Et des chercheurs se sont amusés à quantifier ça. Vous avez deux exemples typiques ici. Donc, les garçons décideront préférentiellement des jouets mobiles, des armes, des choses qui dessineront avec des crayons de couleur sombre ou froide, donc du bleu, du vert, alors que les filles dessineront préférentiellement des poupées, des personnages humains, des fleurs, et tout ça avec des couleurs chaudes, du jaune et du rouge. C'est quelque chose qu'on retrouve de façon très générale. Les dessins qui sont repris ici viennent d'une étude qui a été réalisée et publiée au Japon. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui n'est pas relatif à notre culture. Alors si on fait du dessin libre, c'est ce qui est illustré ici, mais on se rend compte que les garçons dessineront dans une très grande majorité des cas des objets mobiles. 92% des dessins de garçons contiendront des objets mobiles pour 4% chez les filles. Et à l'inverse, les personnes se retrouveront dans 96%, 96% des dessins des filles pour seulement 26% des dessins des garçons. Et il y a toute une série d'autres choses de ce genre-là qui sont donc sexuellement différenciées. C'est-à-dire différentes, présentes de façon différente chez l'homme et chez la femme. Alors il y a aussi toute une série de tâches perceptuelles, de tâches motrices qui ont été étudiées de façon quantitative chez l'homme et chez la femme. Et on remarque par exemple que les femmes sont supérieures aux hommes dans la vitesse de perception de petites différences. Donc la tâche ici consiste à retrouver laquelle des maisons n'est pas semblable aux autres. Donc moi je ne vais pas essayer de le faire parce que je ne suis pas supposé savoir le faire. Et en plus quand on est à la planche ça ne marche jamais. Donc quand on est au pupitre on ne retrouve pas, mais je vous laisse jouer au jeu. Les coordinations motrices fines sont supérieures chez la femme, le calcul mathématique est supérieur chez la femme, alors que par contre, l'aptitude au raisonnement mathématique, elle serait supérieure chez l'homme, en moyenne toujours, je vais y revenir dans un instant. La motricité dirigée vers une cible précise, plus développée chez l'homme, les tâches de rotation mentale, donc demander à quelqu'un de transformer une image dans l'espace, de le faire tourner dans l'espace et de l'associer à une autre image identique ou différente, seraient légèrement plus développées chez l'homme. Il faut bien sûr se rendre compte que ces différences dont je viens de vous parler ont des amplitudes variables. Il y a des différences qui sont très très importantes. Les différences de taille, par exemple, dont je ne vous avais pas parlé, les hommes sont en moyenne 10 à 15 cm plus grands que les femmes. Mais les différences cognitives dont je viens de parler sont des différences avec recouvrement énorme. C'est-à-dire, donc, si vous voyez ici, dans le dessin de gauche, vous avez toute une série d'individus d'un sexe représentés en bleu, donc les hommes sont représentés en bleu, les femmes en rouge. Il y a une grande différence entre les deux populations et très peu de recouvrement, donc on peut avec une certaine fiabilité déterminer le sexe d'un individu à partir du caractère qui a été considéré. Par contre, pour les différences cognitives du style de celles qui sont représentées ici, il y a énormément de recouvrement. Et vous voyez donc que bien que les femmes en rouge soient supérieures à la moyenne aux hommes en bleu, on retrouve ici Jean et Alice qui sont inversés dans leur position, c'est-à-dire que comment ça marche ça non, ça ne marche pas non plus. La biais est fausse. Mais de toute façon, le principe était donc qu'on ne peut pas différencier les gens à partir des différences cognitives. Et donc, il est très clair que toute espèce de discrimination qui serait basée sur ces différences, qui sont des différences statistiquement significatives pour le chercheur, ça veut dire qu'on peut étudier ces différences et on les retrouvera de façon reproductible si la taille de l'échantillon est grande assez. On parle parfois de taille d'échantillon de quelques centaines, voire quelques milliers de personnes. Mais individuellement, vous ne pouvez pas classifier une personne par ses performances, et donc il n'y a aucune raison de ne pas prendre une femme comme pilote d'avion, parce que soi-disant sa vision tridimensionnelle serait moins bonne, parce qu'il y aura beaucoup de femmes qui seront supérieures à beaucoup d'hommes dans cet âge. Donc ça, c'est une des choses à noter. La chose suivante, évidemment, qu'il faut noter, et la question qu'il faut poser, qui va nous intéresser ce soir, c'est est-ce que toutes ces différences ont une origine biologique ou est-ce qu'elles sont liées à l'environnement, c'est-à-dire essentiellement à l'éducation et à l'interaction avec les parents et avec les pères.
Alors ça, c'est une grande question, évidemment, c'est la question de l'inné, l'acquis qui a déjà été mentionné. L'inné, ça va être bien entendu la biologie, les gènes, les hormones et toute une série de processus physiologiques. L'acquis, ce sera l'environnement, ce sera l'éducation, etc. Alors, bon, pour les différences de taille et de structure génitale, évidemment, pas grand monde n'aura de problème à admettre que c'est largement un problème de biologie. Maintenant, pour ce qui est des différences cognitives, là, on rencontre énormément de résistance quand on commence à vouloir évoquer, simplement évoquer le fait qu'il y aurait des bases biologiques à ces différences. Alors, bon, je vous ai parlé de ces jeux divers, etc. Les petits garçons jouant donc avec des objets mobiles et les petites filles avec des poupées, etc. On pourrait penser que c'est entièrement déterminé par l'environnement, et ça l'est bien entendu dans une grande partie, puisqu'on donne dès le plus jeune âge des jouets différents aux petits garçons et aux petites filles. Mais si on fait la même expérience avec des singes et qu'on leur donne ces mêmes types de jouets, on retrouve la même différence. C'est-à-dire que les mâles vont jouer avec les objets mobiles, alors que les femelles vont prendre les peluches et commencer à leur respecter la région anogénitale et à les épouiller, etc. Alors ce sont des objets que les singes n'avaient jamais vus avant, ça a été fait sur deux espèces de singes différentes, et on retrouve cette différence de façon tout à fait reproductible. Là, il n'est pas question d'éducation, évidemment. On peut donc se demander s'il n'y a pas tout de même quelque chose de biologique qui est sous-jacent à ces différences et qui serait bien entendu amplifié par l'éducation qu'on donne aux petits garçons et aux petites filles dans nos sociétés et dans des tas d'autres. Alors il y a d'autres différences qui sont largement répandues. Je vous ai déjà mentionné l'incidence des maladies du système nerveux. Là, on a toute une série de maladies qui sont très radicalement affectées par un dimorphisme ou une différence sexuelle. Bon, l'anorexie nerveuse touche 93 femmes pour 7 hommes. C'est une maladie de femmes très largement. La sclérose multiple est plus ou moins également partagée, mais l'autisme est une maladie masculine 71-29, la dyslexie également, et le syndrome Gilles de la Tourette 90-10. Donc vous voyez que là on retrouve des différences extrêmement importantes dans l'incidence de ces maladies, et on voit très mal, enfin moi je vois mal en tout cas, comment l'éducation pourrait être responsable de ces différences. Bon, personne ne choisit d'être anorexique ou d'être dyslexique, en tout cas à ma connaissance. Alors, tout ça nous amène évidemment à penser qu'il y a des différences fondamentales entre hommes et femmes. Moi, ça me paraît en tant que biologiste relativement trivial, mais il y a pas mal de gens qui le nient. Et ces différences sont en partie des différences qui concernent le cerveau. Alors, je vous ai résumé brièvement l'histoire des différences du cerveau il y a quelques minutes. Je vous ai dit aussi que depuis les années 70-80, on avait retrouvé toute une série de structures qui étaient sexuellement différenciées dans le cerveau des hommes et des femmes. On les a d'abord trouvées chez l'animal et puis on les a cherchées chez l'homme et on les a trouvées de la même façon. Et vous avez donc une liste ici de structures qui sont soit plus développées chez l'homme que chez la femme, notamment le noyau sexuellement dimorphique de l'aire préoptique, c'est la première ligne ici, donc SDNPEA est l'abréviation anglaise de Sexually Dimorphic Nucleus of the Preoptic Area, donc qui est plus volumineux chez l'homme que chez la femme, 3-4 fois plus volumineux. On retrouve aussi un autre noyau ici, un noyau de la stride terminale, on en parlera que peu. Il y a toute une série de noyaux dans ceci, ce sont des noyaux, c'est un noyau moteur qui contrôle les muscles du pénis, donc il n'est pas évidemment étonnant qu'il soit plus développé chez l'homme que chez la femme. Mais alors on trouve toute une série de structures qui sont plus développées que la femme que chez l'homme, qui sont associées au langage notamment, de façon plus ou moins directe, ou qui sont associées à la connectivité des deux hémisphères, donc à la structure des fibres qui font passer l'information de l'hémisphère gauche à l'hémisphère droit, les femmes étant réputées être moins latéralisées ou plus polyvalentes. Elles savent plus facilement utiliser les deux hémisphères de leur cerveau. Je vais y revenir dans un instant. Juste pour illustrer deux de ces différences, je vous ai parlé donc d'un noyau sexuellement dimorphique de l'aire préoptique. Voici les données réelles. Donc ça, c'est un noyau qui se trouve dans le cerveau. Donc ça, c'est une coupe dans le cerveau relativement schématisée. Vous avez ici le troisième ventricule et ici le croisement des nerfs optiques, donc les deux nerfs qui amènent l'information des yeux au cerveau. On retrouve juste au-dessus de ça des condensations cellulaires, des groupes de neurones. Il y en a 4 qui ont été identifiés ici. Celui qui est le numéro 3, qu'on appelle INAH, parce que c'est l'abréviation anglaise de noyau interstitiel de l'hypothalamus antérieur. Bon, je vous passe le détail. Et grosso modo 2,5 fois plus volumineux chez l'homme que chez la femme. Ceci étant, vous voyez qu'il y a du recouvrement, donc ce n'est pas le type de différence où il y a une distinction totale entre les sexes,
Il y a des femmes qui ont des noyaux INA3 plus gros que les hommes, mais à la moyenne, vous avez une différence qui est tout de même d'une certaine amplitude. On y reviendra ultérieurement. Il en va de même d'un noyau qu'on appelle le noyau du lit, de la strie terminale, qui est situé juste un petit peu plus dorsalement que ce dont on a parlé jusqu'à présent. Voici ici le croisement des nerfs optiques. On parlait il y a un instant de la région du cerveau qui est située ici. Il y a ici un peu plus dorsalement un autre noyau qui, vous le voyez, est à peu près 3 à 4 fois plus volumineux, 3 fois plus volumineux chez l'homme que chez la femme. Donc ce sont des noyaux dont on sait chez l'animal qu'ils sont appliqués dans le contrôle du comportement sexuel. On n'a pas cette évidence chez l'homme dans la mesure où il était impossible de faire des expériences qui le démontreraient. Par ailleurs, je vous ai parlé de la connectivité entre les deux hémisphères et de la latéralisation homme-femme. Vous voyez ici des résultats qui sont des résultats d'imagerie médicale. Donc depuis 10-15 ans maintenant, on est capable de voir dans le cerveau quelles sont les zones qui sont actives en mesurant leur métabolisme, en mesurant leur consommation d'oxygène essentiellement. On peut voir quelles sont les zones du cerveau qui travaillent quand un individu fait une tâche donnée. Et ici, on a une tâche langagière, donc de production de langage. Et vous voyez que l'homme, comme on le savait depuis les travaux de Broca et de Wernicke, qui étaient basés sur des lésions cérébrales, l'homme travaille essentiellement avec son hémisphère gauche pour faire des tâches langagières, alors que la femme travaille grosso modo avec ses deux hémisphères. Elle préférencie le gauche tout de même, mais elle travaille avec ses deux hémisphères pour réaliser des tâches langagières. C'est ça qui explique qu'en cas de problème vasculaire cérébral, les femmes récupèrent beaucoup mieux les aptitudes langagières que les hommes, parce que s'il y a un accident vasculaire qui atteint l'hémisphère gauche, les hommes vont se retrouver avec plus rien du tout, alors que les femmes gardent tout de même une zone qui est partiellement capable de tâches langagières, et elles vont redévelopper cette zone beaucoup plus facilement et donc récupérer beaucoup plus facilement une aptitude langagière. Donc, c'est un bref survol de ce qu'on sait sur les différences sexuelles au niveau morphologique, au niveau cerveau, au niveau comportemental et cognitif. On pourrait parler de ça pendant 2 heures sans aucun problème. Mais il y a un aspect sur lequel on va maintenant se focaliser et qui est évidemment celui qui a amené ici un certain nombre de personnes, qui est l'orientation sexuelle, qui est, je vous l'ai dit, le critère comportemental probablement le plus sexuellement différencié, le plus différencié, si on accepte l'identité sexuelle. Bon, l'identité sexuelle est différenciée à 99,99%, donc 4,99%, je vais essayer de traduire, alors que l'orientation sexuelle est différenciée à 90%, grosso modo, si on veut schématiser les données. Donc, la majorité des individus, 90% sont hétérosexuels, 10% sont homosexuels. Pourquoi ? Est-ce que c'est le résultat de la biologie ou est-ce que c'est le résultat de l'éducation? Alors c'est une question à laquelle la plupart des gens dans ce pays-ci probablement répondraient spontanément, c'est un problème d'éducation ou d'environnement. Mais il y a depuis maintenant 30 ou 40 ans des recherches qui se développent aux États-Unis et avec lesquelles je suis en contact directement par mon travail, parce que bon, je fais de la neuroendocrinologie du comportement, j'étudie les différences sexuelles, je vais donc à des congrès qui s'intéressent à ces problèmes. Et aux États-Unis, les chercheurs sont maintenant convaincus, la plupart des chercheurs sont maintenant convaincus qu'il y a un rôle de la biologie non négligeable. Et cette idée commence à transpirer, à passer dans la population générale. Ce qui n'est pas encore, je pense, le cas de ce côté-ci de l'Atlantique. Alors ceci, c'est le résultat d'un sondage qui a été réalisé en mai dernier aux États-Unis et qui demandait aux gens donc si l'orientation sexuelle, donc l'homo ou l'hétérosexualité, était quelque chose avec lequel on était né, donc born with en pourcentage ici, born with, ou alors qui est quelque chose qui était le résultat de l'éducation et de l'environnement, ou les deux. Alors vous voyez que si on retourne à la fin des années 70, une grande proportion des gens aux États-Unis pensaient que l'orientation sexuelle était quelque chose qui était le résultat de l'éducation et de l'environnement postnatal. Et ce nombre décroît progressivement, s'est stabilisé depuis une dizaine d'années aux environs des 30%, alors qu'en parallèle, le nombre de personnes qui pensent que c'est quelque chose avec lequel on est né, donc quelque chose qui est prénatal, pour une raison ou une autre, on va y revenir, ce pourcentage croît progressivement et maintenant on a grosso modo le même nombre de gens qui pensent que les deux théories sont vraies, plus un petit pourcentage d'une dizaine de pourcents qui pensent que c'est les deux, et c'est probablement eux qui ont raison. Mais comme toujours, les gens aiment bien être un petit peu radicaux et les débats de ce genre-là ont tendance à se polariser et à devenir bipolaires. Je
vais passer le reste de cette conférence à essayer de vous démontrer qu'il y a quelque chose de raisonnable dans l'idée qu'on est né avec son orientation sexuelle, qu'elle soit homo ou hétérosexuelle. Alors on va parler donc spécifiquement d'orientation sexuelle, et quand je parle de ça, je parle de l'attraction ou des fantasmes sexuels qu'on a vis-à-vis d'un sexe ou d'un autre. Il faut bien noter ceci, je ne vais pas parler ici du fait d'avoir ou de ne pas avoir une activité homo ou hétérosexuelle, qui est quelque chose qui, à mon sens, est beaucoup plus conditionné par le milieu. On sait par exemple que dans l'espèce humaine, dans les prisons ou dans les écoles unisexes, il y a pas mal d'activités homosexuelles qui est présente. Ce n'est pas une préférence dans ce cas-là, c'est simplement un exutoire à la motivation sexuelle. À partir du moment où ces individus sortent de prison, par exemple, ou sortent de leur école secondaire, ils récupèrent une activité hétérosexuelle, comme dans la grande majorité des cas, en tout cas. Et alors on va parler donc, alors il y a un deuxième point sur lequel je vais insister, c'est que je ne vais pas parler non plus du fait de révéler ou de ne pas révéler cette orientation, donc de faire son coming out selon la nomenclature largement acceptée. Ça, c'est également quelque chose qui est totalement intellectualisé, qui dépend du contexte, qui dépend de l'environnement dans lequel la personne se trouve, de son éducation, etc. Ça n'a rien à voir avec ce dont je parle. Ce dont je parle ici, c'est l'attraction pour un sexe ou pour un autre. Alors, on va donc, quand je parle d'orientation, donc je parle de cette attraction, j'aimerais bien qu'on ne confonde pas ça avec l'identité sexuelle. Donc, je vous en ai déjà dit un mot. L'identité, c'est le sexe qu'on pense avoir. Les deux sont bien entendu liés chez la majorité des personnes, puisque la majorité des gens sont des hommes ou des femmes qui ont une orientation vers le sexe opposé et pensent être du sexe qu'elles ont. Mais il y a des discordances, et ces discordances ne sont pas nécessairement synchronisées. Donc on peut être transsexuel, homosexuel, transsexuel, hétérosexuel, etc. Bon, toutes les combinaisons existent, donc ne confondons pas les deux. Et le rôle sexuel est encore quelque chose d'autre. Ça, c'est le rôle qu'on assume dans la société. C'est quelque chose qui est également très différent, qui a peut-être une légère base biologique, mais qui est très largement dépendant des conditions du milieu. Il n'y a qu'à penser aux tâches ménagères, par exemple, qui étaient exclusivement du domaine féminin dans nos sociétés jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, grosso modo, qui depuis ont tendance à être partagées, peut-être pas assez au goût de certains. Enfin, bon, ça, c'est un autre débat également dans lequel nous n'entrerons pas. Alors, je vous l'ai dit, là, pas mal de gens pensent que l'orientation sexuelle est le résultat de l'environnement postnatal, qu'il soit éducatif ou qu'il soit social. Cette explication ou ces explications sont basées sur 4 grands types d'arguments, en fait, qui sont listés ici de façon un peu schématique. Je m'en excuse, mais on pourrait de nouveau passer pas mal de temps à expliquer toutes les théories qui ont été évoquées à ce sujet-là. Alors, grosso modo, il y a des théories basées sur l'éthologie, c'est-à-dire sur l'étude des comportements animaux, qui ont montré, et ça s'est confirmé, c'est les travaux de Konrad Lorenz qui a reçu le prix Nobel pour cette raison, qui ont montré que le premier objet mobile que voit un jeune animal, en tout cas un jeune oiseau ou un certain jeune mammifère, va être considéré comme l'objet de son espèce, comme un individu de son espèce, et va être la cible de tous les comportements sociaux et sexuels ultérieurement. On pensait donc que les expériences sexuelles précoces, sur base de ça, pourraient déterminer le sexe vers lequel vont s'orienter les comportements sexuels. Il y a aussi des théories qui ont été dérivées du behaviorisme. Donc le behaviorisme est une école d'études du comportement animal qui s'est développée aux États-Unis dans les années 30 et 40 sous l'influence de Skinner, qui pensait essentiellement que la plupart de nos comportements étaient le résultat d'apprentissage et qu'on pouvait essentiellement obtenir tout ce qu'on voulait à partir d'apprentissage. Skinner était donc en opposition formelle avec Lorenz à cette époque. Ils se sont écrits des courriers et ils se sont répondus en articles de nombreuses fois de façon extrêmement incendiaire. Lorenz pensait que le comportement était largement inné, Skinner pensait qu'il était largement appris, comme toujours. La vérité est au milieu, tout comportement est le résultat d'un apprentissage qui se base sur des prédispositions génétiques qui seront renforcées ou non. Bon. Donc ces aspects-là sont présents également pour essayer d'expliquer l'orientation sexuelle. Les théories constructivistes, alors, pensent que la société impose l'identité et l'orientation sexuelle, que c'est une construction de l'esprit qui est forcée une construction qui est forcée dans l'esprit des gens
par le milieu environnant et qu'il n'y a pas au départ ni identité ni orientation sexuelle, c'est quelque chose qui n'existe pas, c'est simplement imposé par la société. Les gens les plus extrêmes, j'ai été en débat avec certains, vous diront que si la société n'était pas restrictive, 100% des gens auraient une activité homosexuelle, etc. Bon. Moi, je ne rentre pas très fort dans ce genre d'argument, mais enfin, on pourra en discuter ultérieurement si on veut. Et alors, il y a une théorie qui reste extrêmement populaire et très largement répandue de la population, qui est la théorie dérivée des écrits de Freud, évidemment, qui pensait que l'orientation sexuelle homosexuelle était le résultat d'un arrêt de développement lié à une résolution inadéquate du complexe d'Oedipe. Enfin, il y a toute une série de scénarios qui ont été décrits par Freud à ce sujet-là. Ils ont été repris récemment dans un bouquin de Stéphane Clerget, qui a été d'ailleurs à l'origine de l'écriture de mon bouquin, parce que c'est en réaction à ça que j'ai écrit à son bouquin que j'ai écrit le mien. Il décrit là-dedans 21 scénarios qui conduisent à l'homosexualité féminine à partir de Freud, et 19 scénarios qui conduisent à l'homosexualité masculine. Je pense que tout ça, c'est un ramassis d'anecdotes personnellement, et ça n'apporte rien de constructif et de scientifique au débat. Alors, toutes ces théories, pour moi, sont relativement mises en porte-à-faux par un certain nombre d'observations. Il y a d'abord le fait que si vous regardez la fréquence, l'incidence d'homosexualité dans différentes populations humaines, donc ça c'est des notions anthropologiques, vous vous rendez compte que cette fréquence, ici on parle d'homosexualité masculine, on a beaucoup plus de données sur le sujet, les données sur l'homosexualité féminine arrivent progressivement mais ne sont pas encore au même niveau. Vous vous rendez compte que cette fréquence, cette incidence est à peu près la même dans toutes les sociétés. C'est entre 3, 4 et 10% selon les façons dont on fait les questionnaires, selon les façons dont on interroge les gens, etc. Mais ça tourne grosso modo dans les mêmes zones, et ce indépendamment du fait que la société soit ou ne soit pas permissive vis-à-vis de l'homosexualité. À l'exception bien sûr des régimes qui punissent l'homosexualité de mort, et dans ces régimes il n'y a pas d'homosexuels, ou s'ils se déclarent, évidemment ils ne sont plus là, donc ils ne sont jamais dans la statistique. Mais si le régime change, bon on l'a vu en Union soviétique, si le régime change, ben, on se retrouve en des 5 ans avec des statistiques qui sont semblables à ce qui se passe dans le reste du monde. C'est d'autant plus intéressant que si vous reprenez des pays comme les îles de Pilo, la Thaïlande et les Philippines ici, où l'activité homosexuelle des adolescents est favorisée et généralisée, donc à peu près tous les adolescents hommes ont des activités homosexuelles avant le mariage. C'est d'une part une forme d'initiation et d'autre part une forme de préservation de la virginité des filles. Bon, tout ça est culturel. Mais on se rend compte que dans ces sociétés où tous les garçons ont eu des relations homosexuelles avant le mariage, le pourcentage d'individus homosexuels à l'âge adulte est grosso modo le même qu'ailleurs. Ce qui veut dire pour moi que les théories basées sur les premières expériences et les premiers apprentissages ne sont pas extrêmement solides. Par ailleurs, je ne citerai qu'une seule donnée pour essayer d'un petit peu relativiser les interprétations freudiennes. Bon, le Freud, évidemment, pense que l'homosexualité résulte soit de la présence d'une mère dominante, soit d'un père absent. On a maintenant des statistiques depuis au moins 30-40 ans concernant des familles uniparentales, donc essentiellement dans ce qui nous intéresse ici, des mères qui élèvent un enfant sans que le père ne soit présent. Il n'y a absolument aucune augmentation de l'incidence d'homosexualité dans ces cas-là, donc le père absent n'a absolument aucun effet sur le déterminisme de l'orientation sexuelle. Donc, ayant rejeté ces 4 interprétations, je vous l'accorde de façon un petit peu rapide, mais on peut revenir sur les détails si on veut, mais on n'a pas le temps de tout voir en détail. J'en reviens donc à ma biologie, évidemment, puisque c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Et je vous dis, bon, est-ce que c'est la biologie, les gènes ou les hormones? Ou l'éducation? Bon, l'éducation, je ne pense pas que c'est ça, donc je pense que c'est la biologie. En plus, je suis biologiste, donc ça tombe bien, évidemment, et ce n'est peut-être pas indépendant, mais enfin, ça, on pourrait en reparler aussi longuement ultérieurement. Alors, quels sont les types d'arguments qu'on va pouvoir rassembler pour essayer d'étayer cette thèse? Ces arguments sont de 3 types essentiellement. Il y a d'abord des corrélations qu'on peut établir entre l'orientation sexuelle et un certain nombre de caractéristiques dont on sait qu'elles sont sexuellement différenciées, donc différentes chez hommes et femmes, ce dont je vous ai parlé au début de l'exposé. Et on peut donc se demander si ces caractéristiques sont normalement différenciées chez les individus homo et hétérosexuels en comparant les 2 populations. On va y revenir. Il y a aussi un certain nombre de cas cliniques où on sait qu'il y a un défaut génétique qui amène à un problème endocrinien
très bien caractérisés. Donc ce sont des cas cliniques où les embryons ont été exposés à des concentrations hormonales qui ne sont pas typiques de leur sexe. Et on peut se demander si dans ces cas-là, il y a une modification de l'orientation sexuelle ou pas. La réponse est oui, et je vais vous donner quelques exemples dans un moment. Mais tout ça ne pourrait se comprendre que si on a une base théorique qui va nous permettre d'interpréter toutes les corrélations qu'on va avoir dans l'espèce humaine. Et cette base théorique, elle vient bien entendu des études réalisées chez l'animal. Alors, pour un biologiste, c'est probablement quelque chose de tout à fait naturel de comparer l'animal et d'utiliser l'animal pour travailler sur l'homme. Il y a probablement dans cette salle des gens pour qui ça pose un problème. Je vous dirais que toute la médecine est basée sur ce principe-là. Bon, tous les médicaments et toutes les techniques chirurgicales, pharmacologiques, etc., dont nous disposons actuellement en médecine sont dérivées d'expérimentation animale. Tout ça se base sur un constat relativement évident, de nouveau pour les biologistes et pour la majorité des gens, mais pas tous, qui est que l'homme est le résultat d'une évolution qui a conduit des êtres unicellulaires aux mammifères et puis aux singes et puis à l'homme, qui a une communauté biologique extrêmement grande en tous ces organismes. Pour ne reprendre que deux exemples, la façon dont nous produisons de l'énergie est la même que la façon dont les poissons produisent de l'énergie. Et tous les animaux ont un code génétique qui leur permet de transmettre des caractéristiques à la génération suivante. Et ce code génétique est le même chez tous les êtres vivants à quelques nuances près. Donc vous pouvez prendre une plante, vous pouvez prendre une patate, vous pouvez prendre un poisson, vous pouvez prendre une bactérie. Ce code génétique est grosso modo le même que le nôtre. Et donc ça nous dit quelque part que la vie est monophylétique, elle dérive d'une seule branche qui a évolué, et il reste de nombreuses ressemblances entre les plantes et les animaux, et entre les animaux et nous, et bien entendu entre les mammifères et nous, et que ces ressemblances peuvent nous aider à comprendre des mécanismes fondamentaux chez l'animal, où on peut faire des expériences, et à essayer par la suite de les transposer à l'homme. Alors cette transposition doit se faire de façon prudente, je vous l'accorde, mais elle est très souvent tout à fait possible. Alors, ayant dit ça, que savons-nous du comportement sexuel chez les animaux et de son orientation et des différences sexuelles chez l'animal? Alors avec quoi est-ce qu'on va étudier ça? On va étudier ça par exemple avec des rats. Bon, moi je le fais avec des oiseaux dans mon laboratoire parce que je suis intéressé par les oiseaux et des tas de raisons, mais je ne vais pas vous parler d'oiseaux aujourd'hui parce que ça compliquerait l'exposé et ça le rendrait peut-être moins crédible pour vous. Les gens sont plus à même de croire que ce qu'on trouve chez un rat est susceptible de s'extrapoler à l'homme que ce qu'on trouve chez un oiseau. C'est pas toujours vrai, mais c'est comme ça. Alors si vous mettez un rat mâle et un rat femelle ensemble dans une arène de tests tout à fait standardisés, vous allez observer très rapidement toute une série de comportements donc, qui sont repris ici sur les 4 photos. Donc il va d'abord y avoir une investigation olfactive de la région génitale de la femelle par le mâle. Les rats sont très olfactifs et leurs relations sexuelles sont très guidées par l'olfaction. Suite à quoi le mâle va commencer à monter la femelle. Et puis il va redescendre et faire des toilettes génitales. Vous remarquerez que pendant ce temps-là, la femelle a adopté une position tout à fait caractéristique qu'on appelle la lordose. Donc elle courbe les chines et elle relève l'arrière-train. C'est ce qui va permettre au mâle l'intromission et ultimement l'éjaculation. Il n'y a pas de viol possible chez le rat. La femelle doit être consentante. Elle doit adopter cette posture de lordose, cette position de lordose pour permettre l'accouplement du mâle. Et puis le mâle va monter et éventuellement éjaculer. Ces comportements donc sont très stéréotypés, vous les retrouvez chaque fois que vous testez des animaux. Ces comportements dépendent des hormones sexuelles produites par les ovaires et les testicules. Avant de vous montrer ça dans le détail, je vais juste vous montrer un tout petit film qui va vous montrer ce qu'on regarde effectivement quand on s'amuse à jouer avec des rats dans un laboratoire. Donc vous allez voir dès la mise en contact des deux individus, le mâle qui va commencer à faire des investigations anogénitales et poursuites. Donc ça c'est la première étape. Qui vous est montré ici. Alors vous suivez les sous-titres en bas, donc les montes. Alors le mâle va monter la femelle, voilà, il descend, il fait une toilette génitale, monte toilette génitale, monte toilette génitale, la femelle en lordose, intromission dans ce cas-ci, avec toilette génitale également. Voilà, et enfin on arrive à l'éjaculation, où là le mâle passe par une espèce d'extase très temporaire. Regardez la lordose de la femelle à nouveau, qui est tout à fait caractéristique. Tout ceci prend en général 20 minutes à une demi-heure si vous faites ça dans un laboratoire. Je vous ai présenté les phases les plus intéressantes de la chose. Alors, tout ça donc est contrôlé par les stéroïdes. Ça veut dire que si vous castrez les mâles ou si vous enlevez les ovaires aux femelles, tous ces comportements vont disparaître.
On a pensé pendant très très longtemps, à partir des années, donc à partir du moment où on a découvert les hormones, c'est-à-dire 1930 jusqu'aux alentours de 1960, que c'était le type d'hormone qui allait déterminer le type de comportement, à savoir la testostérone induisait la testostérone qui est l'hormone mâle produite par le testicule induisait les comportements de type mâle, et le stradiol qui est l'hormone femelle induisait les comportements de type femelle. Cependant, quand on a commencé à avoir ces hormones de façon purifiée et à les utiliser, on s'est rendu compte que si on prenait des individus des deux sexes, donc vous prenez des mâles et des femelles génétiques, vous les laissez croître à l'âge adulte sans aucune manipulation, si vous les traitez par de l'œstradiol et de la progestérone en doses qui sont les doses qui vont induire ce comportement de leur dose chez la femelle adulte, vous n'induirez absolument aucun comportement chez le mâle. Inversement, si vous traitez les animaux, ces mêmes animaux 3 semaines plus tard avec de la testostérone, vous allez induire les comportements de monte et d'intromission et d'éjaculation chez le mâle et aucun comportement chez la femelle. Ce n'est donc pas le type d'hormone auquel est exposé l'animal à l'âge adulte qui est important, mais c'est le sexe de son cerveau. Pour le moment, c'est le sexe génétique. Mais vous allez vous rendre compte qu'en fait, ce n'est pas le sexe génétique qui est important, mais c'est le sexe du cerveau qui a été déterminé par les hormones embryonnaires. Alors ça, c'est une théorie qui est dérivée des travaux d'un chercheur français qui s'appelle Alfred Jost, qui travaillait à Paris dans les années 30, 40, 50, 60. Bon, j'ai encore eu le bonheur de le rencontrer sur la fin de sa vie. Et Jost a démontré de façon tout à fait claire que le sexe génétique, c'est-à-dire le fait d'avoir des chromosomes X et Y pour un mâle ou des chromosomes XX pour une femelle, ce sexe génétique va induire le sexe de la gonade, c'est-à-dire va induire la formation soit d'un testicule chez les mâles, soit d'un ovaire chez les femelles, et que ces gonades alors vont produire des hormones, et en particulier le testicule va produire de la testostérone, qui va induire toutes les caractéristiques physiologiques du mâle. Les comportements que je vous ai montrés en réponse aux hormones appropriées, mais également les structures génitales, mais également chez la femelle la possibilité d'ovuler. Toute une série de différences qui sont présentes entre mâle et femelle sont induites par les hormones produites par les gonades, par la testostérone embryonnaire, qui va déterminer le phénotype masculin, qui va masculiniser les embryons, et ce de façon irréversible pendant une période critique de la vie embryonnaire. Il faut bien retenir ça, c'est une période critique, ça se passe pendant 1 semaine ou 2 semaines, et une fois que c'est fait, c'est irréversible, on ne peut plus rien y faire. Ça, c'est quelque chose qui a été montré chez le rat, mais aussi chez une dizaine d'autres espèces de mammifères, chez une dizaine d'espèces d'oiseaux, c'est quelque chose de très général. Donc le sexe phénotypique est déterminé par les hormones produites pendant la vie embryonnaire. Alors, pour la petite histoire, pour les scientifiques dans la salle, je vous dirais que depuis un certain temps, il y a des chercheurs qui sont en train d'étudier la notion que le sexe génétique pourrait directement affecter les caractéristiques de l'adulte, donc ce qu'on appelle le sexe phénotypique, sans passer par les hormones. C'est quelque chose qui est encore un petit peu à l'état embryonnaire, c'est le cas de le dire. C'est une théorie qui est en croissance, qui est probablement vraie, on ne connaît pas encore l'importance relative qu'ont ces deux types de phénomènes. Ça veut donc dire, pour ce qui concerne nos comportements que nous étions en train d'étudier, que si vous prenez un mâle génétique, donc vous avez un mâle génétique ici, si vous le laissez se développer de façon normale, il va répondre à l'âge adulte à la testostérone en montrant des comportements de type masculin. Cependant, si vous le castrez juste après la naissance, et que vous le retraitez à l'âge adulte avec de la testostérone, il sera incapable de montrer ces comportements, mais il montrera en réponse à l'œstradiol des comportements de type féminin. Il a donc été féminisé, ou en tout cas il n'a pas été masculinisé. Inversement, des femelles que vous laissez se développer normalement montrent des comportements féminins et ne montrent jamais de comportements masculins, mais si vous les traitez avec de la testostérone ou de l'œstradiol pendant la dernière semaine de vie prénatale et la première semaine de vie postnatale, vous allez en faire des femelles qui seront tout à fait masculinisées, qui montreront tous les comportements de type mâle en réponse à la testostérone, ne montreront plus les comportements de type femelle en réponse à l'œstradiol, seront incapables d'ovuler, etc. Donc vous avez une différenciation du phénotype comportemental qui se fait de façon irréversible pendant une période critique de la vie embryonnaire. Chose intéressante pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, ces différences comportementales correspondent à des différences au niveau du cerveau. Alors, je vous ai parlé d'un noyau sexuellement dimorphique de l'aire préoptique chez l'homme. Il avait avant ça été mis en évidence chez le rat par le chercheur qui est montré ici, Roger Gorski, qui travaille à l'Université de Californie à Los Angeles. Donc, on se retrouve dans le cerveau ici, au niveau de l'aire préoptique, dans cette zone rouge. Et vous avez chez le mâle, je ne sais pas si c'est bien visible, une condensation de neurones ici, qu'on appelle le noyau sexuellement dimorphique, donc, qui est, grosso modo, 5 fois plus volumineuse que chez la femelle. Cette différence est à nouveau
induite exclusivement par les hormones périnatales, donc dernière semaine de vie prénatale, première semaine de vie postnatale. Voici ici de nouveau un mâle, voici une femelle, et voici une femelle qui a été traitée par de la testostérone pendant cette période critique de sa vie embryonnaire. Elle a un noyau qui est égal à celui d'un mâle. Pour information, vous pouvez faire toutes les manipulations hormonales que vous voulez à l'âge adulte, ce noyau ne change plus de taille. Vous pouvez castrer un mâle, le noyau ne régresse pas. Vous pouvez mettre de la testostérone chez une femelle, ce noyau ne régresse pas. C'est quelque chose qui est déterminé pendant la vie embryonnaire. Et c'est ce qui est montré ici. Donc c'est la taille des noyaux chez des mâles normaux, chez des mâles castrés au jour 2 de vie, chez des femelles intactes, chez des femelles castrées, injectées de testostérone pendant la période périnatale. Vous voyez que vous pouvez avoir un phénotype totalement masculin chez une femelle moyennant traitement à testostérone et un phénotype partiellement féminin chez un mâle. Ici, on n'est pas redescendu aux 20% qui sont typiques de la femelle, parce que je vous l'ai dit, la différenciation se fait pendant la dernière semaine de vie prénatale et la première semaine de vie postnatale. Et si vous castrez à 2 jours postnatal, vous avez déjà la moitié de la différenciation qui a été faite. Alors tout ça est bien beau, me direz-vous, si vous suivez toujours, mais ça ne nous parle pas de l'orientation sexuelle. Parce que ça, c'est le type de comportement que vont montrer les animaux, mais ça n'a pas nécessairement à voir avec l'orientation sexuelle, c'est-à-dire le sexe des individus vers lequel ces comportements seront dirigés. Alors en fait, on peut demander à l'animal plus ou moins quel est le sexe des animaux par lesquels il est intéressé sexuellement. On peut leur poser la question de façon indirecte, et ça se fait par un dispositif qui est illustré grosso modo ici. Vous avez une femelle dans un compartiment central, un animal stimulus dans un comportement central, un animal stimulus femelle et mâle, et vous voyez le temps que l'animal test va passer dans les 2 compartiments, le type d'interaction sexuelle qu'il va avoir avec les 2 compartiments, etc. Et si vous faites ça, vous vous rendez compte que cet intérêt pour un sexe ou pour un autre est contrôlé précisément par ce noyau sexuellement dimorphique de l'aire préoptique, en tout cas chez le mâle. C'est ce qui est montré ici. Ça, c'est la première démonstration qui en a été réalisée, mais ça a été confirmé chez d'autres espèces de puits. Ceci, ça a été fait chez des furets. Et si vous mesurez donc le temps passé par un mâle intact, un mâle contrôle dans cette dia, dans le compartiment femelle, il va passer plus de temps du côté femelle que du côté mâle. Et comme on pourrait s'y attendre, les femelles vont passer plus de temps du côté mâle que du côté femelle. Il n'y a rien de révolutionnaire là-dedans. Mais si vous lésez de façon bilatérale ce noyau de l'aire préoptique spécifiquement, vous allez inverser cette préférence chez les mâles. Si cette lésion est unilatérale, donc vous avez raté un des 2 côtés, il n'y a pas d'effet. Si la lésion a touché d'autres zones du cerveau, il n'y a pas d'effet. Donc c'est tout à fait spécifique à ce noyau sexuellement dimorphique de l'aire préoptique. C'est là apparemment que s'intègre une série d'informations qui sont critiques pour le contrôle du comportement sexuel. Par ailleurs, ce contrôle est dépendant des hormones périnatales à nouveau. Si vous posez la même question à des jeunes rats, mais que ces jeunes rats, vous les avez traités pendant la vie embryonnaire, la fin de la vie embryonnaire, avec un inhibiteur d'aromatase. Alors l'aromatase, c'est la molécule qui permet la transformation de testostérone en œstradiol dans leur cerveau, et on sait que c'est cet œstradiol qui est clé dans la différenciation. Mais vous refaites les mêmes tests comportementaux, et vous voyez que les rats contrôles passent l'essentiel de leur temps du côté des femelles en œstrus, mais que les mâles qui ont été traités avec de l'ATD passent l'essentiel de leur temps du côté contenant un mâle actif, comme le font les femelles. Et ces mâles qui ont été traités donc avec un inhibiteur d'aromatase vont non seulement passer plus de temps du côté des femelles, mais ils vont se laisser monter par d'autres mâles. Voilà, donc les hormones embryonnaires déterminent également l'orientation sexuelle, elles déterminent le type de comportement, mais également l'orientation sexuelle des rats. Alors, est-ce que tout ça nous intéresse, évidemment? Est-ce que tout ça a la moindre chose à voir avec l'homme? On va y revenir progressivement. Je crois qu'il y a peu de gens qui doutent maintenant que les hormones dont on vient de parler jouent également un rôle clé dans la différenciation sexuelle morphologique de l'espèce humaine. Alors, est-ce que comportemental, ça c'est quelque chose qui est beaucoup plus discuté, mais au niveau morphologique, il y a peu de doutes. On le sait très clairement parce qu'on sait que si on suit les structures génitales, le développement des structures génitales chez des embryons humains, qu'on démarre d'une situation qui est essentiellement non différenciée. Donc ça, c'est les structures génitales d'un embryon de quelques semaines où on a un tubercule génital et des replis génitaux qui sont présents en avant de l'anus. Sous l'influence de la testostérone, le tubercule génital va grandir en pénis, les plis génitaux vont fusionner et former un scrotum dans lequel descendront les testicules ultérieurement. Chez les filles ou les femelles de mammifères, en l'absence de cette testostérone, le tubercule génital se développera beaucoup moins pour former un clitoris et les replis génitaux formeront les lèvres de la vulve.
Alors ça se passe chez les garçons et chez les filles qui ont beaucoup de testostérone, les garçons, les filles qui ont peu de testostérone, donc ça c'est la testostérone. Maintenant, on a un certain nombre de conditions cliniques où cette testostérone est modifiée de façon anormale à cause d'une maladie chez les embryons. On a d'une part des filles qui sont exposées à un excès de testostérone suite à une déficience du fonctionnement des glandes surrénales. Bon, je vous passe le détail, mais elles ont trop de testostérone pendant la vie embryonnaire. Et ces filles qui ont trop de testostérone pendant la vie embryonnaire, elles naissent avec des structures génitales qui sont grosso modo ce que vous voyez ici. Donc ça, c'est un cas relativement bénin. Donc il y a tout de même eu fusion des replis génitaux pour former une espèce de scrotum. Le tubercule génital est légèrement grandi. Et ça, c'est un autre cas plus marqué. Vous voyez qu'ici, on a un tubercule génital qui a grandi exactement comme un pénis. Inversement, si on revient au système que je vous ai montré, vous pouvez avoir des individus XY maintenant, donc vous pouvez avoir des individus XY, je crois que j'ai une faute sur ma vie, on va s'en passer. Enfin, des individus XY chez qui la testostérone est parfaitement présente, mais le récepteur à cette testostérone, donc la molécule à laquelle la testostérone doit se lier pour exercer ses actions, n'est pas présente parce qu'il y a une mutation. Donc vous avez impossibilité d'action de la testostérone, bien que cette testostérone soit présente. Et ce que vous avez à la naissance et à l'âge adulte, alors c'est ceci. Donc ceux-ci, ce sont des individus XY, ce sont des mâles génétiques, des garçons génétiques, mais qui n'ont pas de récepteur aux androgènes. Ces 4 frères ou sœurs, enfin on les appelle comme vous deux, on parle de femmes XY dans ce cas-ci. Ceux-ci, c'est 4 individus masculins qui ont des testicules abdominaux, mais qui n'ont pas eu les transformations morphologiques associées à la présence de testostérone. Donc vous voyez que ces effets de la testostérone sont absolument majeurs dans l'espèce humaine comme dans les espèces animales. Alors est-ce que tout ça a une influence sur le comportement? Il y a des gens qui en doutent, mais il y a tout de même pas mal d'arguments qui disent que oui, il y a des influences sur le comportement. Et voici un type d'argument. Bon, je vous ai montré antérieurement ces dessins de garçons et de filles qui étaient très différents. Mais voici des garçons de filles affectés par cette maladie des glandes surrénales, donc il y avait trop de testostérone pendant la vie embryonnaire. C'est des dessins faits à l'âge de 4-5 ans de façon spontanée. Ce sont des dessins de garçons. Alors ceci c'est un exemple, mais c'est une étude quantitative qui a été faite sur 25-30 cas, et tous montraient le même phénotype. Ceci nous amène donc à une théorie hormonale de l'homosexualité, c'est ce que je veux vous expliquer essentiellement ici, à savoir donc qu'un certain taux de testostérone est présent pendant la vie embryonnaire, ce taux est plus élevé chez les hommes que chez les femmes, et il faut un niveau minimal de testostérone, il faudrait, parce qu'on reste dans le domaine de la spéculation ici, il faudrait un niveau minimal de testostérone pour induire une attraction sexuelle de type masculin, c'est-à-dire une attraction pour les femmes. Et inversement, en dessous de ce seuil critique, on serait avec une attraction de type féminin pour les hommes. Les individus qui ne seraient pas donc dans la partie au-dessus ou en dessous de la courbe respectivement développeraient sous l'influence hormonale une orientation sexuelle typique de l'autre sexe et seraient donc homosexuels. Alors, qu'est-ce qui nous permet de soutenir cette théorie chez l'homme? Bon, c'est ce qui se passe chez l'animal, je vous l'ai montré. Maintenant, chez l'homme, qu'est-ce qui se passe? On a 2 types d'évidence qui restent maintenant. Alors, c'est d'une part les cas cliniques. Alors, je vous ai parlé déjà de ces filles CH, donc de ces filles qui ont une maladie des glandes surrénales qui font qu'elles ont trop de testostérone pendant la vie embryonnaire. Il faut savoir que ces filles sont en général repérées à la naissance parce que la fusion des lèvres génitales, le développement du pénis n'est pas complète. Et donc, ce qu'on fait, c'est que, ce qu'on faisait en tout cas, parce que c'est quelque chose qui est de plus en plus discuté, mais ça on pourrait y revenir, ce qu'on faisait classiquement, c'était faire une chirurgie corrective, donc on resséquait le pénis pour en refaire un clitoris, on réouvrait l'ouverture vaginale, on corrigeait endocrinement ces filles pour qu'elles n'aient plus cette testostérone excessive, et on les élevait comme petites filles. Et alors on s'est rendu compte, il y a pas mal d'études, il y a au moins 10 ou 15 études qui ont été réalisées sur le sujet, qu'on retrouve chez ces filles une incidence d'homosexualité ou de bisexualité qui est nettement supérieure à ce qu'on retrouve dans les populations contrôle. Donc ceci, c'est le résultat d'une de ces études, mais il y en a toute une série qui ont été faites. Donc le pourcentage d'homosexualité féminine est en grosso modo de 10% selon le rapport Kinsey, et on a trouvé des valeurs plus ou moins correspondantes. En fait, c'est assez difficile d'avoir des évaluations précises vu la nature du phénomène, mais on est grosso modo là. On retrouve dans une étude 35% de femmes qui étaient bi ou homosexuelles dans ces individus CH. L'interprétation est complexe, il y a des interprétations alternatives, mais une des idées est que bien qu'ayant été élevées comme filles,
ces individus, ces sujets, avaient été exposés à des taux élevés de testostérone pendant la vie embryonnaire qui auraient modifié donc leur orientation sexuelle. On a un autre type d'évidence du même type, il y en a plusieurs, mais je ne sais pas vous donner tous les exemples. Bon, un autre sujet du même type, une autre expérience de la nature du même type, ce sont des embryons qui ont été exposés à une hormone œstrogénique, cette fois-ci qu'on appelle le DES, diéthylstilbestrol. C'est un composé qui a été donné à quelques millions de femmes entre les années 50 et 70, essentiellement pour prévenir des avortements spontanés. On s'est rendu compte, assez malheureusement d'ailleurs, que ce traitement non seulement ne modifiait pas la fréquence d'avortement, mais induisait une augmentation d'incidence de cancer des voies génitales, et donc ce traitement a été arrêté. Mais on s'est rendu compte également, dans une série d'études, que ces traitements avaient augmenté l'incidence d'homosexualité féminine chez les filles qui avaient été, les embryons qui avaient été traités. Donc c'est des données qu'on a ici. Donc on a des pourcentages d'orientation homosexuelle chez des filles exposées au DES et leur contrôle. Et là-dedans, c'est des pourcentages, donc ici on parle d'une étude qui est basée sur 40-50 individus. Là-dedans, on avait des sœurs et des sœurs qui avaient été ou pas été exposées à ce DES, et on retrouvait cette différence même un peu plus marquée. Donc on a une série de conditions hormonales prénatales altérées qui modifient l'incidence d'homosexualité, sans jamais la rendre omniprésente. De toute façon, on parle de 20, 30, 40% d'homosexualité, jamais d'une modification totale. Donc ça suggère un rôle potentiel des hormones, mais pas un déterminisme total. L'autre aspect qui permet de soutenir la théorie dans l'espèce humaine, c'est les corrélations avec les caractères sexuellement différenciés. Alors qu'est-ce qu'on voudrait faire idéalement pour prouver cette théorie? Bon, il y a une chose évidemment qui est éthiquement totalement inacceptable, qui serait de traiter de façon aléatoire deux populations, l'une avec des hormones, l'autre pas, et de voir ce que ça donne, ce qu'on fait avec des rats. Il est bien entendu que c'est hors de question, sauf dans des régimes déviants, et ça c'est déjà peut-être produit, mais on n'a jamais eu les résultats. L'autre chose, ça serait de doser les hormones chez un embryon en croissance, et puis de voir ce que devient l'orientation sexuelle à l'âge adulte. Ça, c'est impossible également, parce que d'une part, on ne peut pas faire de prise de sang à un embryon, il y a un risque d'avortement non négligeable, etc. Et d'autre part, le coût de l'expérience est totalement prohibitif. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est essayer de voir dans des populations adultes homo ou hétérosexuelles s'il y a une différence dans des caractères dont on sait qu'ils sont totalement indépendants de l'orientation sexuelle, mais dont on sait qu'ils sont contrôlés par les hormones embryonnaires. Et c'est ce qui a été fait par un certain nombre de chercheurs. J'avais 3-4 exemples, mais je crois que je vais en sauter un parce qu'on ne pourra pas aller jusqu'au bout. Alors le premier exemple, qui est celui que reprennent tous les journalistes quand ils viennent m'interviewer, c'est celui-ci, c'est le problème c'est pas un problème, c'est l'exemple de la longueur relative du deuxième et du quatrième doigt de la main. Donc je crois qu'on va faire un petit arrêt ici, donc tout le monde peut regarder son deuxième et son quatrième doigt. Donc chez les hommes, le doigt 2 est en principe plus court que le doigt 4, donc l'index est plus court que l'annulaire, alors que chez les femmes, ils sont grosso modo de la même longueur. Alors c'est un phénomène statistique, je vous le dis à nouveau. Ma femme est beaucoup plus masculine que moi par ce critère-là, et autant que je sache, bon, elle est hétérosexuelle. Donc c'est un phénomène statistique, mais qui a été démontré dans des tas d'études. Et on a démontré aussi dans des tas d'études que le rapport de ces deux doigts était significativement masculinisé chez les femmes homosexuelles. Donc il est quasiment de taille masculine chez les femmes homosexuelles. On sait que la longueur des os, des doigts, mais aussi des os longs du bras et de la jambe, est déterminée dans une certaine mesure par les hormones embryonnaires. Et ceci donc est un signe que ces femmes homosexuelles auraient été dans une certaine mesure exposées à des taux plus hauts que typiques de leur sexe de testostérone pendant une période de la vie embryonnaire. Les mêmes études ont été réalisées chez les hommes sur les longueurs relatives des membres, etc. et ont montré également des modifications de ce type-là, dans lesquelles je n'entrerai pas. Alors ça, évidemment, c'est un phénomène relatif, c'est un phénomène statistique, mais ça vous démontre en tout cas une chose, c'est qu'on ne choisit pas son orientation sexuelle parce qu'on ne peut pas choisir la longueur de ses doigts. Donc c'est quelque chose qui est déterminé de façon très très précoce, c'est déterminé à la naissance en général. Alors, un autre exemple tout à fait marquant et qui concerne à nouveau les femmes, c'est ce problème des émissions auto-acoustiques. Alors pour tout le monde, évidemment, l'oreille c'est l'organe qui entend. Mais il faut savoir qu'on l'a découvert il y a une vingtaine d'années, l'oreille émet également des sons. En fait, pour entendre, il y a deux membranes qui doivent se déplacer, vibrer, plier des cils qui vont être connectés à des neurones, etc. Bon, on vous passe le cours parce qu'on pourrait passer une heure là-dessus.
Et en se pliant, elles font des petits clics, ces membranes. Et ça fait des bruits qu'on peut enregistrer si on met un microphone dans le canal de l'oreille, en fait. Et il y a un chercheur au Texas, Dennis McFadden, qui s'est mis à étudier ça, et qui a démontré que ces clics étaient sexuellement différenciés. Donc ils sont nettement plus élevés chez les femmes que chez les hommes. Alors ça se retrouve chez la femme et chez l'homme, mais ça se retrouve aussi chez le mouton, ça se retrouve chez le rat, donc ça se retrouve dans toute une série d'espèces animales. Et chez le mouton notamment, si vous traitez les femelles avec de la testostérone pendant la vie embryonnaire, vous abaissez leur clic au niveau masculin. Donc c'est quelque chose qui a l'air d'être déterminé par les hormones pendant la vie embryonnaire. Et on a des tas d'expériences qui le confirment. Mais on a montré que chez les femmes homosexuelles à nouveau, chez les lesbiennes, il y avait une diminution très fréquente du nombre et de l'amplitude de ces clics qui les amènent grosso modo dans le range des valeurs masculines, typiquement masculines, et qui suggèrent donc à nouveau qu'elles ont été exposées à des taux d'hormones, de testostérone probablement, relativement élevés pendant leur vie embryonnaire. Ceci étant, vous remarquerez que dans cette expérience comme dans la précédente, les hommes ne sont pas affectés. On pourrait s'attendre que des hommes, d'après la théorie simple que je vous ai expliquée avant, et en fait les choses sont plus compliquées que la théorie simple, on aurait pu s'attendre à ce que les hommes, eux, soient féminisés et donc aient un taux d'émission auto-acoustique typique d'une femme. Ce n'est pas le cas et ça n'a jamais été le cas dans les expériences. Donc on ne comprend pas cette discordance. Alors, une chose tout de même à propos des hommes, le noyau de l'aire préoptique sexuellement dimorphique dont on a déjà parlé, qui se développe chez le rat sous l'effet des hormones embryonnaires, qui est chez l'homme 2,5 fois plus volumineux chez l'homme que chez la femme, il y a 2 études qui ont eu accès à des cerveaux humains dans des banques de cerveaux qui ont été réalisées aux États-Unis et qui ont montré que la taille de ce noyau était significativement plus faible chez les hommes homosexuels que chez les hommes hétérosexuels. En fait, à la moyenne, la taille de ce noyau était égale à celle qu'on observe chez les femmes. Alors vous voyez à nouveau, je vous ai représenté ici pas seulement les moyennes, mais je vous ai représenté les valeurs individuelles. Vous voyez à nouveau qu'on a énormément de variance et qu'il y a donc des homosexuels qui ont des SDN plus grands que des hétérosexuels dans les hommes. Donc ça ne peut pas être le seul facteur déterminant, mais c'est à tout le moins un marqueur biologique au niveau du cerveau qui suggère une imprégnation hormonale différente, puisque chez l'animal en tout cas, et on ne le sait pas chez l'homme, mais qui suggère que puisque chez l'animal on sait que la taille de ce noyau est déterminée de façon embryonnaire, et chez l'homme on sait déjà qu'il n'est pas affecté par la castration à l'âge adulte, parce qu'on a eu un certain nombre, on a eu 5-6 cerveaux d'hommes adultes qui avaient dû être castrés pour raison de cancer testiculaire, et leur SDN n'avait pas diminué de taille. Donc ça n'est pas affecté apparemment par les hormones à l'âge adulte chez l'homme, on ne sait pas si c'est affecté par les hormones embryonnaires, l'expérience était impossible à faire, mais on a donc ici un corrélat assez net au niveau du cerveau avec l'orientation sexuelle. Ceci dit, variance individuelle extrêmement importante, nous sommes bien d'accord, donc ça n'explique pas tout, mais ça explique quelque chose. Il y a aussi, en passant, le fait que la plupart des homosexuels, enfin tous les homosexuels dans cette étude étaient morts du sida. On avait donc dit que la taille faible était liée au sida ou à ses traitements ou à ses conséquences. On avait aussi des hétérosexuels morts du sida. Et vous voyez qu'ils étaient grosso modo dans les limites des autres individus. Donc ça n'a pas l'air d'être le seul facteur. L'expérience a été répliquée, l'étude a été répliquée dans une certaine mesure, aboutissant grosso modo aux mêmes conclusions. Alors ça c'est intéressant parce qu'on sait évidemment que chez le mouton maintenant, qui est la seule espèce animale où on a pu étudier une homosexualité stricte dans un modèle animal, on a retrouvé donc des populations de moutons où il y a 10% de mâles strictement homosexuels, et on a pu dans l'aire préoptique de ces moutons mesurer de la même façon un noyau sexuellement dimorphique, et ce noyau donc est plus grand chez les béliers que chez les brebis, et chez les mâles qui sont intéressés sexuellement par d'autres mâles, ce noyau est de la taille d'une brebis essentiellement. Ceci c'est une autre mesure, le nombre de neurones, je vous passe ça. Donc tout ceci nous suggère que nous montre que les modifications du milieu embryonnaire par des maladies endocrines modifient la fréquence d'homosexualité sans jamais l'induire complètement, nous montre que chez les homosexuels masculins et féminins, certaines caractéristiques dont on sait qu'elles sont sexuellement différenciées, probablement sous l'effet de la testostérone, en tout cas c'est le cas chez l'animal, on ne le sait pas chez l'homme, sont affectées. Tout ceci suggère donc que l'orientation sexuelle, qu'elle soit homo ou hétérosexuelle, serait influencée, en tout cas, en grande partie, en petite partie, difficile à dire, par les hormones embryonnaires. Alors tout ceci, évidemment, ne fait que repousser la question d'un cran, parce que si les hormones embryonnaires sont atypiques chez les individus homosexuels, pourquoi?
c'est évidemment, on n'a jamais fait que déplacer le problème d'une étape. Alors, l'origine des différences hormonales, il y a 3 explications possibles essentiellement. D'une part, je vous ai montré que les taux d'hormones variaient en forme de cloche inversée. Bon, c'est une distribution classique en biologie. Alors on peut se dire que c'est des variations aléatoires. Ceci dit, pour le scientifique, c'est pas très satisfaisant parce que quand on dit aléatoire, ça veut dire qu'on ne trouvera jamais pourquoi c'est. Alors il y a des phénomènes qui sont aléatoires. Bon, le spin de l'électron ou la position de l'électron, je crois que les théoriciens maintenant pensent que c'est vraiment quelque chose d'aléatoire, mais il faudrait que vous discutiez ça avec des physiciens atomistes. Mais en biologie, je pense qu'on peut a priori ne pas dire c'est aléatoire et chercher des causes. Alors les causes, c'est soit qu'il y a un événement extérieur qui a modifié les hormones, soit qu'il y a quelque chose de génétique qui est différent. Alors, événement extérieur, on n'a pas grand-chose à dire. Il y a une seule étude qui est disponible, et qui est une étude réalisée a posteriori, et donc extrêmement suspecte, parce que quand on fait a posteriori, on ne sait pas comment on sélectionne ces sujets. C'est une étude réalisée en Allemagne de l'Est, avant la chute du mur, par Günther Dörner, qui a montré qu'il y avait eu, pendant la Deuxième Guerre mondiale, donc pendant les années 42, 43, 44, 45, 46, 47, une augmentation de l'incidence de naissance de garçons qui sont devenus homosexuels dans les années 70 essentiellement. L'étude ayant été réalisée dans les années 60-70. Alors l'augmentation ici, évidemment, on pourrait se dire, oui, mais bon, les sociétés sont devenues beaucoup plus tolérantes, c'est normal qu'il y ait un taux de déclaration plus élevé, mais c'est un pic transitoire qui redescend. Donc c'est inconsistant avec cette interprétation-là. Il y avait par ailleurs une corrélation relativement importante entre l'incidence d'homosexualité et les stress subis par les mères, dont les mères se souvenaient, mais c'est des études faites 20 ans plus tard, vous imaginez les problèmes qui sont associés à ça. Ceci dit, en expérimentation animale, de nouveau pour revenir à mes dadas, si on stresse une mère gestante, elle va avoir des embryons mâles qui ne seront que partiellement masculinisés. Donc le noyau sexuellement dimorphique de leur préoptique sera plus petit, leur comportement sexuel ne sera pas totalement masculinisé, etc. Donc il y a une base biologique animale possible, il y a ces données-là chez l'homme, on a essayé de les répliquer, on n'a jamais pu, il n'y a jamais eu de réplication qui ait fonctionné. Tous les gens qui ont essayé de corréler le stress maternelle pendant la grossesse et l'orientation sexuelle n'ont jamais rien trouvé. Pour le moment, le débat reste ouvert. L'autre explication potentielle, évidemment, c'est la génétique. Est-ce qu'il y aurait une base génétique à l'orientation sexuelle et du coup à l'homosexualité, mais également à l'hétérosexualité, on parle de la même chose. Alors, je crois que la réponse est oui de façon évidente, mais le problème c'est qu'on ne sait pas où est cette base. Alors pourquoi est-ce que c'est oui de façon évidente? C'est basé sur le fait que s'il y a dans une famille un garçon homosexuel, et de nouveau on a beaucoup plus de données chez les garçons que chez les filles, mais les mêmes tendances ont l'air de se dessiner dans les études qui apparaissent maintenant, si on a dans une famille un garçon homosexuel, la probabilité qu'un de ses frères le soit également est à peu près 2 à 3 fois plus élevée que dans la moyenne de la population. Donc on parle de 4-5%, 15-20%, bon selon les études, c'est très difficile. Alors on pourrait se dire oui, mais c'est parce que les parents élèvent ces enfants d'une façon telle que ça les rend homosexuels. Mais alors on a un moyen plus ou moins correct scientifiquement d'étudier la question, c'est de comparer des jumeaux et de comparer des vrais et des faux jumeaux qui vont être élevés par la même famille. Donc c'est ce que j'ai appelé ici les jumeaux univitellins ou bivitellins. Donc vous savez que les jumeaux, soit c'est deux ovules qui sont fécondés par 2 spermatozoïdes et vous avez dans le même utérus 2 embryons qui vont se développer mais qui ne sont pas plus semblables entre eux que des frères et sœurs nés à des moments différents. Ou alors vous avez des vrais jumeaux, ce qu'on appelle les vrais jumeaux, les jumeaux univitellins, où là, un seul ovule est fécondé par un seul spermatozoïde et il y a une division des deux au moment du stade 4 ou 8 cellules, il y a une division des 2 embryons qui forment 2 embryons qui sont en principe presque totalement, je prends des pincettes pour les scientifiques qui sont dans la salle, en première approche ils sont totalement identiques d'un point de vue génétique. Et alors vous pouvez, chez ces vrais et faux jumeaux, comparer la concordance d'orientation sexuelle. Alors ça, c'est toute une série d'études qui ont été réalisées. La première avait des résultats extrêmement probants, et en fait, il y avait 100% de concordance d'homosexualité, d'orientation sexuelle, mais d'homosexualité dans ce cas-ci chez les univitellins et 10% chez les autres. Ça ne veut pas dire que 100% des jumeaux univitellins étaient homosexuels, mais que si un des deux l'était, l'autre l'était également. Alors vous voyez que les résultats qui ont suivi étaient moins probants, et là les pourcentages de concordance ont diminué, mais on retrouve dans toutes les études cette différence entre les vrais et les faux jumeaux. C'est que si on fait la moyenne de tout ce qui est connu, c'est ce qu'on appelle une méta-analyse, on a 64% de concordance chez les univitellins et 20%, à peu près non 18% chez les bivitellins. Donc ça suggère qu'il y a quelque chose de génétique qui est impliqué.
Alors il y a des gens qui ont cherché ce qui était ce quelque chose de génétique, et je voudrais qu'il y a 2-3 groupes aux États-Unis qui sont sur le problème depuis maintenant 20 ans, et ils ne sont toujours nulle part. Donc ça veut dire d'une part que c'est quelque chose de complexe, que c'est pas un gène, parce que maintenant, vu les progrès de la biologie moléculaire, s'il y avait un gène impliqué, on le saurait, ça doit être de toute évidence un conglomérat de gènes différents, etc. Ce qu'on a trouvé dans toutes ces études, la seule chose qu'on ait trouvée, c'est qu'il y avait un héritage de l'homosexualité masculine par la voie maternelle. C'est-à-dire que si vous avez dans une famille un garçon qui est homosexuel, il y a une probabilité plus grande que la moyenne qu'il y ait des ascendants homosexuels du côté de sa mère, donc dans les oncles, dans les cousins, le grand-père éventuellement. Bon, il y a une reproduction parfois qui est présente également. Et on a tendance on commence maintenant à avoir des idées suggérant que la même chose se produit chez les femmes, mais du côté pour l'homosexualité féminine, mais du côté paternel. Donc l'homosexualité féminine s'hériterait du côté du père, l'homosexualité masculine s'hériterait du côté de la mère. Sachant ça, donc je ne vais parler que des premières données qui sont bien établies, parce que là on a fait 4 études indépendantes, et dans 3 sur les 4 on a retrouvé le phénomène. La probabilité d'apparition de cette différence est de 1 pour 10 000, donc c'est quelque chose d'assez bien établi statistiquement, et on s'est retrouvé alors à chercher où pouvait bien être cette différence génétique, et je ne vais pas entrer dans tout le détail, mais bon, il est clair que le seul chromosome qui est hérité de façon différentielle du père et de la mère, c'est le chromosome X, parce qu'un garçon, le X, il l'a toujours de sa mère, et par des études qu'on appelle des études de liaison, ils ont pu montrer que sur le bout du chromosome X, il y avait une zone qui était associée à la prédisposition à l'homosexualité. Maintenant, cette zone contient encore des milliers de gènes, et on ne sait absolument pas ce que sont ces gènes. Et il y a des gens qui cherchent activement et qui ne sont nulle part, autant que je sache. Enfin, on a trouvé toute une série de choses, mais qui sont très complexes et qui ne sont pas vraiment très très probantes, donc ce n'est pas vraiment la peine d'entrer dans ce détail-là ici. Alors, j'en ai fini des données essentiellement. J'ai encore juste une chose que je voudrais partager à propos des mécanismes biologiques de l'homosexualité. Et c'est en fait la chose qui est la mieux établie, mais la moins comprise. C'est un petit peu paradoxal, mais c'est le fait qu'il y a une augmentation d'incidence d'homosexualité absolument marquante et reproductible en fonction du nombre de frères plus âgés qui sont nés d'une même mère. Donc je m'explique. À chaque garçon qui naît d'une mère, la probabilité, l'incidence d'homosexualité augmente de 33%. C'est quelque chose qui est basé sur 14 études concernant plus de 10 000 cas. La probabilité que ça soit un hasard est inférieure à 1 pour 10 000 ou 1 pour 100 000. Donc ça veut donc dire que chaque fois qu'il y a un garçon qui naît, la probabilité d'homosexualité augmente. Alors, les gens se sont rués là-dessus, on dit oui, mais ça veut dire, c'est parce que dans les familles, il y aura plus de garçons, donc c'est un phénomène social dans la famille. Ça n'est pas vrai, parce que les frères nés après n'ont pas cette influence-là. Les sœurs nées après ou avant n'ont pas cette influence-là. Les enfants élevés indépendamment, donc quand les couples se séparent et que l'enfant qui est le 4e enfant de la famille est élevé par une autre famille, ça n'affecte pas l'incidence d'homosexualité. Ça n'est pas lié à l'âge de la mère. On aurait pu penser, bon, le 4e enfant, il est d'une mère en moyenne plus âgée, évidemment, et on sait qu'un certain nombre de pathologies augmentent en fonction de l'âge de la mère, notamment la trisomie 21. Ce n'est pas le cas, parce qu'on a tellement de sujets, on a 10 000 sujets, qu'on a pu, par technique mathématique, retirer l'âge de la mère de la variance. C'est quelque chose qui est lié à la naissance d'une même mère. Oui, si d'autres enfants naissent d'une autre mère dans le même couple, donc il y a un couple recomposé, une nouvelle femme arrive dans l'histoire, elle a des garçons, ces garçons n'ont pas plus d'incidence d'homosexualité, c'est la même mère, etc. Alors, la seule théorie, bon, les gens qui travaillent là-dessus, ils travaillent au Canada, à Toronto, depuis 25 ou 30 ans sur le phénomène. La seule théorie qui leur reste pour expliquer ce phénomène est qu'il y aurait une immunisation progressive de la mère contre des protéines antigéniques de l'embryon mâle, et qu'au fur et à mesure des grossesses successives, cette immunisation progresserait et donc aurait progressivement des conséquences délétères, des conséquences qui modifieraient quelque chose dans le développement du cerveau et qui feraient que. Mais on ne sait pas ce que sont ces protéines, on a des candidats, mais on ne sait pas ce qu'elles sont. En support de cette théorie, on a pu montrer que les garçons qui naissent plus tard, donc dans cette séquence de naissance, ont des poids corporels qui vont en décroissant, très très peu, quelques grammes, quelques dizaines de grammes, mais vu le nombre d'individus, c'est statistiquement significatif. Et le poids du cerveau à la naissance est également décru. Quelques grammes aussi, mais c'est statistiquement significatif. Donc là, on a un phénomène à nouveau qui a l'air d'être un phénomène biologique, mais dont on ne connaît absolument pas les bases. Donc il reste du boulot, pour autant qu'on puisse jamais comprendre ce phénomène. Alors, où en sommes-nous ?
Ben voilà, grosso modo, ce que j'ai essayé de vous expliquer aujourd'hui. Donc c'est d'une part, vous avez ici une ligne de vie, donc vous avez une détermination du sexe des gonades, donc qui se fait par la détermination du sexe génétique. Donc vous avez un individu X ou XY, ça va déterminer ces gonades. Ces gonades vont permettre à cet individu de se développer, vont produire des stéroïdes embryonnaires qui, à mon sens, selon toutes les données et toutes les indications dont je vous ai parlé ici, vont avoir un effet sur la détermination de l'orientation sexuelle. Ces stéroïdes embryonnaires vont être influencés par l'environnement prénatal dans une certaine mesure, peut-être le stress, qui sait, autre chose, des polluants environnementaux par exemple, vont peut-être être influencés également par la génétique de façon directe. Et tout ça va déterminer donc une orientation sexuelle qui sera latente évidemment, puisqu'il n'y a pas de sexualité chez l'enfant nouveau-né, mais qui se révélera et s'acceptera éventuellement pendant l'adolescence ou la vie d'adulte jeune, et qui éventuellement plus tard se révélera de façon publique. On peut imaginer que tous ces phénomènes, tout ce que je vous ai montré, n'explique pas 100% de la variance. Il y a toujours une grande partie de variance qui est inexpliquée dans tout ce que je vous ai montré. Donc on peut imaginer que soit il faut que plusieurs causes interagissent pour obtenir un effet désiré, soit ces causes soient obligées d'interagir avec quelque chose qui se passe dans l'environnement postnatal et qu'on n'a pas identifié à l'heure actuelle. Donc pour le moment, il y a un gros point d'interrogation là-dessus, mais il n'est pas dit qu'il n'y a pas quelque chose qui se passe. Alors de façon plus générale, si on en revient au problème des différences sexuelles et des différences qui affectent le comportement, si on sort de la notion d'orientation sexuelle, il est clair que le comportement d'un individu, il est contrôlé par son cerveau, on le sait très bien maintenant. Ce comportement est également contrôlé par les hormones adultes, est également contrôlé bien entendu par l'environnement à l'âge adulte et pendant l'éducation, et que ce cerveau lui-même est le résultat de développement génétique, d'influences génétiques qui vont avoir des influences hormonales embryonnaires qui vont conditionner le développement du cerveau. Alors ça, c'est le schéma super simplifié qu'on voudrait bien pouvoir étudier en tant que scientifique. Maintenant, évidemment, le monde est un peu plus complexe, évidemment, et tout interagit avec tout. Hélas pour nous, mais enfin bon, ça rend aussi la vie plus intéressante. Et il est bien clair que l'environnement modifie le comportement, mais que le comportement des individus modifie leur environnement, donc il y a une interaction. Il est clair que les hormones de l'adulte influencent le comportement, mais le fait de réaliser des comportements modifie les sécrétions hormonales. La génétique influence ces hormones. Le cerveau affecte le comportement, mais on sait également que le comportement affecte le cerveau, et donc certaines des différences dans le cerveau dont je vous ai parlé pourraient être le résultat de comportements différentiels plutôt que d'être des différences préexistantes, etc., etc. J'espère que je vous ai partiellement convaincu, ou en tout cas intéressé. On va maintenant passer à la partie questions, mais si vous voulez plus d'informations, j'ai publié un bouquin sur le sujet, comme vous le savez probablement, et pour ceux qui voudraient perfectionner leur anglais, la version anglaise sort d'ici un mois ou deux, donc vous pouvez aussi le lire en anglais si ça vous intéresse. Merci à vous. Voilà, merci beaucoup, Jacques Balthazar. Je ne sais pas si vous êtes comme moi j'ai tout compris, ou à peu près, je crois. Bon. Alors, si vous avez des questions pour le professeur Balthazar, c'est le moment, nous vous écoutons. Oui, monsieur, là-bas, tout droit au fond, à midi, comme disent les aviateurs, c'est pour Émilie que je dis ça. Voilà. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, bonsoir, monsieur. Je suis très impressionné par votre approche de l'homosexualité. Parlez bien fort, on vous entend assez mal là. Allez-y dedans. Bon, pardon. Bon. Oui, je suis impressionné par cette approche qui est scientifique, que moi je connaissais pas. Mais ça m'a fait réfléchir à plusieurs choses et à des désastres quand on base sa sexualité sur des faits scientifiques. C'est-à-dire que je pense particulièrement à l'eugénisme. Est-ce que être homosexuel est une tare? Je ne pense pas que vous l'ayez formulé de toute manière, mais bon, on pourrait très vite en arriver à ce discours. Et vous abordiez un peu plus tôt aussi, malgré vous, malgré vos recherches,
peut-être le forçage culturel où l'homosexualité est passible de la peine de mort dans certains pays, que ça peut être un déni. Je connais des gens qui sont homosexuels et qui ont une parfaite vie de famille avec des enfants et une femme, qui vivent dans un déni complet. Enfin, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est justement le danger entre une recherche biologique, scientifique, et est-ce que ça peut donner de probabilité de... enfin, voilà, j'en reviens au mot eugénisme. Conséquences négatives, eugénisme. Oui, bien sûr, c'est une interrogation qui est tout à fait pertinente, et j'en traite dans mon bouquin d'ailleurs. Hein, bon. Alors, c'est une vaste question. Bon, moi, je pense, premièrement, que se connaître soi-même est toujours un avantage, et savoir pourquoi on fait des choses, si on peut le comprendre, c'est bien. La persécution des homosexuels, elle est présente dans le monde depuis très longtemps. Elle est présente en Afghanistan et en Iran à l'heure actuelle. Je ne pense pas que les gens en Afghanistan aient lu mon bouquin et soient au courant des recherches qui ont été réalisées par Simon Levet et les chercheurs américains, d'où je tire les données que je présente ici. Ça veut donc dire que la persécution ne demande pas la compréhension du phénomène. Donc ça, c'est une chose. On a persécuté les homosexualités, qu'on sache ou qu'on ne sache pas pourquoi. Et je pense que si on arrivait à expliquer aux gens pourquoi les gens sont homosexuels ou hétérosexuels, et que c'est simplement un caractère biologique, une variabilité d'un caractère biologique qui va de hétéro à homosexuel en passant par tous les grades de bisexualité, et que ce n'est qu'un caractère biologique déterminé par des facteurs biologiques à nouveau, un peu complexe, certes, et probablement très complexe, mais non différents dans leur nature, de la taille, de la couleur des yeux ou de la couleur des cheveux, ça serait de nature peut-être à calmer l'animosité vis-à-vis des homosexuels. Ceci dit, les homosexuels seront toujours une minorité, enfin je l'imagine, à moins que les théories constructivistes que j'ai brièvement mentionnées ne soient vraies. Et toutes les minorités sont persécutées à des degrés divers dans le monde. Les rouquins sont persécutés parce qu'ils sont rouquins. Maintenant, les homosexuels sont persécutés parce qu'ils sont différents, d'une part, mais ils sont aussi persécutés parce que dans l'esprit de beaucoup de gens, l'homosexualité reste une tare, une déviance, une perversion, un péché, enfin bon, vous pouvez allonger la liste. Je pense que le discours que j'ai est de nature à désamorcer cette bombe-là. Maintenant, ça ne marchera qu'avec un certain niveau d'éducation. Je n'ai pas beaucoup d'espoir de changer le gouvernement de l'Afghanistan, et l'Ouganda vient juste d'être arrêté au moment où il allait revoter des lois criminalisant de façon très marquée l'homosexualité. Alors pour en revenir maintenant au point spécifique de l'eugénisme, il est clair que si on arrivait à identifier un gène de l'homosexualité, beaucoup de parents seraient, pour des raisons bonnes ou mauvaises, tentés d'avorter les embryons qui ont une susceptibilité ou une grande probabilité de devenir homosexuels. Maintenant, comme je vous l'ai dit dans ma conférence, ce n'est probablement pas, il est pratiquement sûr à l'heure actuelle que l'orientation sexuelle n'est pas contrôlée par un gène, parce que s'il y en avait un, on l'aurait trouvé. On a assez de données en biologie moléculaire et en génétique humaine maintenant pour savoir qu'on l'aurait trouvé. Donc c'est au moins 10-15 gènes qui interagissent dans une configuration donnée. Alors, il est possible, il est envisageable que dans les 5 à 10 années qui viennent, on trouve le moyen d'identifier ces gènes et de les détecter chez tous les embryons. Bon, le premier séquençage du génome humain qui a été publié, si je me souviens bien, en 2004, avait coûté l'équivalent de 5 000 ou de 10 000 années hommes de travail, avait coûté des millions de dollars. On annonce un séquençage du génome humain pour 5 000 dollars d'ici 5 ans. Ça veut dire que n'importe qui aura un peu les moyens pourra faire séquencer son enfant à naître et voir à quoi il est prédisposé. Maintenant, je vous dirais que si vous lisez un peu la recherche en génétique, on va trouver, si on fait ça, et je pense qu'on ne devrait jamais le faire parce que c'est éthiquement inacceptable, et ça ce sera un problème d'éthique et pas un problème de biologie, si on fait ça, on va se retrouver avec aucun embryon qui va passer le test. Parce qu'ils auront tous des prédispositions à quelque chose. Et donc, du coup, je ne vois pas vraiment le risque, personnellement. Et je pense que la connaissance est de nature à faire avancer le tirlipote, comme on disait dans le temps. Mais ceci dit, il y a toujours un risque, hein. Ça c'est sûr. Est-ce que la réponse vous convient, monsieur? Pardon? Oui. Avant une autre question, je saute sur l'occasion pour poser ma petite question. Vous parlez tout à l'heure de normalité.
Et puis après, là, vous avez expliqué que finalement l'homosexualité serait a priori toujours minoritaire, d'une certaine façon. Et moi, j'aimerais que vous nous parliez des rapports qu'entretiennent justement dans votre esprit majorité et normalité. Alors, majorité-normalité, alors ça c'est un débat qui est un peu dangereux et qui m'amène à utiliser des termes. Ça dépend si je les utilise en tant que scientifique ou en tant qu'homme de la rue, disons. Parce que la majorité... En tant que scientifique, oui. Ben oui, mais la majorité, c'est la normalité. Donc, la majorité, la normalité, en définition statistique, c'est ce qui est à la norme. C'est-à-dire, c'est ce qui est présenté par le plus grand nombre des individus. Dans ce sens, l'homosexualité est une anormalité et les homosexuels sont des anormaux, parce que ce sont des gens minoritaires. Maintenant, ce terme a tellement de connotations péjoratives que j'évite dans toute la mesure de l'employer. Il n'est pas dans mon bouquin. Je l'ai peut-être par lapsus laissé filer une fois dans mon exposé, mais j'essaie de ne pas l'employer parce que j'essaie de n'avoir aucune connotation négative dans le discours. Je pense que c'est une variabilité biologique. Alors, il y a une minorité, il y a une majorité, il y a un certain nombre de cas intermédiaires, mais je ne pense pas qu'il y ait d'anormalité au sens commun des gens. D'accord. Au voilà. Sens, entre guillemets, moral, quoi. Enfin, oui, alors, la morale, c'est encore autre chose, parce que j'ai été interpellé par un généticien au cours d'un débat télévisé récemment, qui me disait, bon, est-ce que ce qui est biologique est normal, et ce qui n'est pas biologique est anormal? Alors il disait, bon, et l'exemple qu'il prenait, c'était, bon, l'infanticide chez les rongeurs est normal. C'est quelque chose que pratiquement toutes les premières portées de hamsters ou de souris sont dévorées par leur mère. Alors c'est normal, au sens biologique. Ce n'est pas pour ça que la morale va nous dire qu'on devrait faire la même chose dans l'espèce humaine. Je ne parle même pas de manger la portée, mais de la sacrifier simplement. Donc, ce qui est biologique n'est pas nécessairement normal, et la morale est quelque chose de totalement indépendant de la biologie. Elle devrait, à mon sens, cependant s'en inspirer pour ne pas essayer d'imposer aux individus des choses que leur biologie leur empêche d'effectuer. Mais ça, c'est un autre problème encore. Oui, des questions encore? Oui, monsieur, bonsoir. Je vous en prie. Ici, à 11h. Voilà. Comment déterminez-vous qui est homosexuel? Vous avez un questionnaire, probablement, une population générale. Vous n'attendez pas d'avoir une population qui se déclare comme homosexuelle. Donc j'imagine qu'il y a un certain nombre d'items et qu'on fait un score. Alors pourquoi je pose la question? C'est parce que l'orientation, on a l'impression qu'il manque ceux qui n'auraient aucune orientation et ceux qui auraient les deux à la fois. Est-ce que ça existe? Est-ce que ça n'existe pas? Est-ce que c'est lié à la taille du noyau? Et est-ce que ça peut être un biais d'une étude liée au questionnaire qui forcerait les individus à se déclarer d'une certaine façon d'un côté ou de l'autre, et on raterait une partie de la population? C'est une question intéressante. Deux réponses. D'une part, je n'ai jamais fait ces études. Je ne fais pas ces études moi. Moi, je travaille sur des animaux. Et je suis juste en contact avec une littérature que j'ai eu envie de résumer en français parce qu'elle était totalement inaccessible et je pensais qu'elle devait l'être. Donc ce ne sont pas mes travaux. Maintenant, je sais comment ces études sont faites. Alors il y a plusieurs moyens de recruter les sujets qui sont dans ces études. D'une part, c'est demander des volontaires. Alors on peut le faire soit on prend des individus dans un collège ou dans un collège, c'est aux États-Unis, donc des gens qui ont entre 20 et 30 ans. On prend des étudiants doctorants, on prend des universitaires jeunes et on leur passe un questionnaire sur leurs intérêts sexuels, sur leur activité sexuelle, etc. Soit on recrute dans des situations où on sait qu'on va trouver des populations importantes d'homosexuels, donc des gay pride, des bars gays, des choses comme ça. Tout ça, évidemment, a des conséquences extrêmement importantes sur les résultats qu'on va obtenir. Parce que, selon le type de recrutement qu'on va faire, d'une part, et d'autre part, selon la formulation du questionnaire qu'on va présenter, on peut obtenir des résultats extrêmement discordants. Et ça explique d'ailleurs un certain nombre de discordances qui sont présentes dans les résultats de travaux qui ont été publiés. Parce que selon la façon dont vous formulez votre question, vous savez très bien, quand on fait un référendum, on peut obtenir 80% de oui, 20% de non, ou l'inverse, selon la façon dont on va formuler la question sur le même problème. Alors c'est donc un très très gros problème méthodologique qui est associé à ces études. Donc ça, c'est pour cet aspect, comment est-ce qu'on détermine? C'est très problématique. Alors on essaie en général d'avoir une population contrôle
qui soit apparié de façon aussi précise que possible à la population homosexuelle qui va être la cible de l'étude. Ceci dit, l'appariement peut se faire sur 250 variables. Vous en oublierez peut-être une 251e qui a un rôle critique et qui va induire la différence entre les deux groupes. C'est pour ça que toutes les études rétrospectives sont potentiellement entachées d'erreurs parce qu'on choisit des populations et puis on essaie de voir. Il faudrait faire des études prospectives, c'est-à-dire voir ce que sont les gosses quand ils sont tout jeunes et puis faire le développement. Vous voyez la difficulté de la tâche puisqu'il faut faire une étude de 25 ans avec seulement 5% des sujets ou 10% des sujets qui deviendront homosexuels à la population. Très très difficile de faire ce genre d'études. Il y avait encore un autre aspect à votre question qui m'échappe maintenant, Oui, allez, appuyez, oui. L'absence d'orientation, enfin, une neutralité sexuelle. Ah oui, cet aspect-là, oui. Pas d'orientation du tout, par exemple. Oui, alors, bon, j'ai parlé ici des homosexuels et des hétérosexuels et j'ai eu des réactions des communautés LGBT en Belgique assez fortes à ce niveau-là. Pourquoi est-ce que je me focalise sur les deux extrêmes? Parce que, en tant que scientifique, je suis face à un problème qui est extrêmement complexe à résoudre. Je viens de parler d'un aspect méthodologique, mais il y en a des tas d'autres. Et donc, pour essayer de comprendre quels sont les mécanismes en jeu, on prend les deux extrêmes. Ceci dit, il est clair qu'il y a des intermédiaires. Bon, dès 1948, Alfred Kinsey classe l'orientation sexuelle des gens en 7 catégories, depuis 0 totalement hétérosexuel jusqu'à 6 totalement homosexuel, avec les intermédiaires. Et il y a des intermédiaires. Les intermédiaires sont plus fréquents chez la femme que chez l'homme. D'ailleurs, chez l'homme, c'est plus une distribution en U avec une masse d'individus aux deux bouts, enfin une grosse masse d'un côté, une petite masse de l'autre, et très peu entre les deux. Chez la femme, c'est plus une décroissance progressive avec énormément de bisexualité. On retrouve également un certain nombre d'individus qui n'ont aucun intérêt sexuel et qui en sont parfaitement heureux, d'ailleurs, qui vivent une vie tout à fait heureuse. Moi, je n'essaie pas de changer la vie des gens non plus. J'essaie de les informer sur ce qu'ils sont. Mais il y a des gens qui sont asexués, il y en a qui en souffrent, et il y en a qui n'en souffrent pas. Et bon, c'est très bien comme ça. L'esprit humain est extrêmement divers. Alors essayer de le catégoriser et de le dichotomiser est bien évidemment une entreprise complètement folle. Mais moyennant de prendre des extrêmes comme ça, on arrive à tirer un nombre limité de conclusions avec toutes les limitations que j'ai mentionnées. Voilà, la réponse vous satisfait? Bien. Qui veut poser une question? Oui, monsieur. Oui, monsieur, allez-y. Alors là, on est à 10 Merci. heures. Ouais. Non, je crois qu'on va passer dans la vulgarisation, si vous le permettez. Je parlais d'un livre qui est à un niveau largement en dessous du vôtre. Je suppose que beaucoup de gens ici ont lu ces livres du genre L'homme vient de Mars et la femme de Vénus. Alors un jour j'ai lu ça en vacances, et je me suis éclaté de rire, il faut dire franchement les choses. Je me suis reconnu et j'ai reconnu ma femme. Alors je lui ai dit, écoute, c'est tellement amusant, tu devrais le lire. Elle a éclaté de rire parce qu'elle s'est reconnue et qu'elle m'a reconnu. Alors je ne sais pas si c'est le livre qui nous caricature ou si nous sommes une caricature de livre, mais vous auriez à dire quelque chose comme ça sur cette espèce de dimorphisme général de comportement entre l'homme et la femme, concernant tout un ensemble de petits détails dans la vie quotidienne, enfin qui amusent, qui sont voilà. Mais bon, j'ai commencé ma conférence en parlant des différences qui existaient entre hommes et femmes. Alors il y a une des dias qui était évidemment tout à fait centrée sur ce dont vous me parlez, c'est cette dia avec les deux cerveaux masculin et féminin. Ce sont tous les stéréotypes accumulés dans notre société concernant les différences comportementales entre hommes et femmes. Ceci étant, bon, quand il n'y a pas de fumée sans feu, comme on dit parfois, donc les stéréotypes, ils sont souvent basés sur un certain nombre de choses. Maintenant, ils sont exagérés, ils ne concernent pas tous les individus, et si vous reprenez, pour redevenir scientifique, si vous reprenez ma dia où j'avais deux populations qui se recouvrent, vous avez une différence à la moyenne entre hommes et femmes, et c'est sur ça qu'on va se focaliser évidemment. Donc tout le monde connaît une femme qui est incapable de lire une carte en voiture et un mari qui se dispute avec sa femme en se baladant en voiture, et donc les GPS sont supposés régler le problème maintenant, sauf quand il tombe en panne. Mais ceci, c'est quelque chose qui est peut-être présent à la moyenne, mais vous aurez des tas de couples où c'est la femme qui lit la carte et qui peut conduire. Maintenant, si on vous donne un bouquin et qu'on vous présente comme ça 250 différences de ce type-là, vous allez vous reconnaître probablement dans 25, 30, 40, 50. C'est le problème des voyantes qui vous racontent toujours quelque chose qui est relatif à votre vie. Bon, Strauss-Katz avait quelque chose d'important qui allait apparaître dans sa vie cette année. Bon, alors Madame Tessier l'avait prédit. Maintenant, je ne sais pas si c'est à ça qu'elle pensait, quoi. Donc, vous voyez, on peut se reconnaître dans des stéréotypes comme ça assez facilement. Je pense qu'il y a une petite base de réalité, mais c'est une petite base de réalité.
Voilà. Oui, madame, je crois, une question à 9 heures pour moi. Oui, j'étais très intéressée par ce que vous nous avez dit de façon extrêmement claire, et aussi par les questions qui se posaient dans la salle, notamment le monsieur Dufond, parce que je crois qu'effectivement le thème de cette soirée montre de façon aveuglante et évidente et compréhensible pour tout le monde que le travail des scientifiques vise à faire de nous des citoyens, à réfléchir sur ce qu'est la normalité, effectivement, ou la normalité, ou la différence, ou l'indifférence d'ailleurs, puisque même il y en a qui n'ont pas d'orientation sexuelle. Ouais. Voilà. Est-ce qu'il faut les fusiller pour autant? Bon, donc je crois que réellement, là, on est en plein dans l'enjeu de ce type de forum, c'est ça que je voulais dire, sur comment une réflexion scientifique digne de ce nom donne à voir l'évidence, à savoir, vous l'avez souligné vous-même avec votre dernier schéma, que la complexité est telle que même quand on a comme vous une option sur le plutôt biologique, vous-même le dites, la variance, tout ça c'est des grands chiffres statistiquement, etc., etc. Et donc ça renvoie vraiment chaque individu à sa conscience sociale et politique, quoi. Oui, je crois que je n'ai pas beaucoup de réponses à ça. Je vous remercie beaucoup pour le commentaire. C'est un compliment. Merci. Merci. Je vous remercie beaucoup. C'est dans cette optique-là que j'ai écrit le bouquin. C'est pour essayer d'informer. Parce qu'il y a des gens qui, à mon sens, désinforment pour des mauvaises raisons. Bon, il y a des bouquins qui ont été écrits en langue française disant il n'y a pas de différence entre hommes et femmes. Je pense que ces bouquins sont écrits partant d'une bonne intention pour combattre des discriminations qui existent et qui ne devraient pas être là. Mais je pense que le moyen de combattre les discriminations, c'est pas de nier les différences, c'est de les accepter et de vivre avec. Parce qu'un homme et une femme, c'est pas la même chose. C'est toujours les femmes qui allaiteront les enfants, quoi qu'on y fasse. Donc. Voilà, j'ai une question ici, là-bas. Nous avons une question. Monsieur, je crois. Je vous en prie, on vous apporte le micro. Bonsoir, monsieur. Ouais, bonsoir. Moi, je pensais pas intervenir si vite. Je suis monté de la salle d'en bas. Moi, je reviens. J'ai lu donc votre bouquin quand il est sorti parce que bon, ça a posé des questions et je voulais savoir comment vous présentiez votre théorie, en sachant que je partais par un a priori qui était plutôt opposé au vôtre, plutôt l'influence de la société sur les comportements. Mais j'ai regardé votre livre en voyant les arguments que vous avez exposés. Et déjà, une première chose, moi, qui m'a convaincu et plu dans les premières pages, c'est de tordre le cou à des théories un peu freudiennes ou comme ça que je trouve qui sont pas scientifiques. Et le point de vue scientifique de votre ouvrage est le côté intéressant. Bon, après, justement, sur la rigueur scientifique, j'ai pas été complètement convaincu, voire pas convaincu par votre livre, mais je vais vous dire pourquoi. Enfin, j'ai noté quelques références à votre livre. Bon, je reprends l'exemple que vous avez donné du rat mutilé qui devient homosexuel et qui se laisse monter par un rat témoin. La rigueur scientifique voudrait que ce soit un rat normal, et je me demande dans ce cas pourquoi il va monter un rat masculin. Il serait peut-être un peu homosexuel lui aussi. L'animal stimulus était un rat normal, hein. C'est l'animal test qui avait subi des modifications. Ouais, l'animal test qui se laisse monter, il a été mutilé, mais l'animal qui vient le monter, donc on dirait un homosexuel actif. En fait, pourquoi il va s'intéresser à monter des rats mâles? En fait, il serait un peu pédé quand même. Mais et pourtant, il est normal dans l'expérience. Bon, ouais, donc ça m'a pas trop convaincu. Bon, j'ai pris quelques notes, je vais pas tout relire, mais je peux donner aussi les références du bouquin hein, pour ceux qui veulent approfondir. Sur la méthodologie, vous prenez quand même le temps, un moment, de parler des statistiques et ce que doit être une expérience statistiquement significative. Pourtant, par exemple, je prends page 255, un truc qui note Bean et collaborateurs ont confirmé cette différence, bien que dans leur cas, elles n'atteignaient pas la signification statistique. Mais en statistique, s'il n'y a pas une différence statistique, c'est qu'il n'y a pas de différence, donc il n'y a pas de démonstration. Mais c'est des mots que vous employez dans votre bouquin, donc c'est un peu dommage en fait. Du coup, ça tâche un peu, ça se pose la question, un scientifique si rigoureux, il se permet d'écrire une chose pareille, alors que quand il l'écrit, il sait pertinemment que c'est faux. C'est dommageable, enfin, pour l'ensemble de l'étude. Mais attendez, vos fiches de lecture, merci pour la précision de vos fiches de lecture, on apprécie, mais laissez répondre peut-être. Le cas de Bilbine, bon, je dis, la différence une différence dans le même sens est présente, mais n'est pas statistiquement significative, donc ça confirme partiellement, bon, mais il est clair. Bon, je vais vous dire, j'ai écrit ce bouquin en essayant de le rendre compréhensible par un auditoire aussi large que possible.
toutes les expériences que je décris, toutes les affirmations qui sont dans le bouquin sont fausses, quelque part. Parce que aucune de ces affirmations n'est aussi simple que ça. Il y a toujours, si je vous dis les filles CH ont une incidence plus élevée d'homosexualité, c'est vrai dans 12 études sur 14. Et puis il y en a une 13e qui ne montre pas de différence, et il y en a une 14e qui montre une diminution d'homosexualité. Alors j'ai essayé de faire un résumé qui reprenne où va la masse des données. Mais bon, je viens d'écrire un article de résumé de ceci. Donc un article de 15 pages qui résume ceci pour le journal Endocrinology, qui est le premier journal d'endocrinologie publié aux États-Unis. Bon, j'ai écrit 15 pages, j'ai récupéré 15 pages de commentaires des reviewers. Je viens de réécrire 25 pages de réponses, mais ils ne me donnaient pas une ligne de plus pour répondre. Donc j'ai modifié un petit peu, mais on peut discuter de tout, pratiquement là-dedans. Mais je crois que ce qui est impressionnant pour moi, ce qui m'impressionne, c'est qu'il y a un faisceau d'arguments qui tous pointent dans la même direction. Mais si vous commencez à disséquer chacun des arguments un par un, vous pouvez tous les démonter. Voilà. Je trouve aussi. Oui, je peux peut-être résumer votre intervention. Vous étiez anti-théorie du professeur Balthazar, mais finalement, à la lecture, vous êtes obligé d'aller dans le détail pour le contrer, quoi. Merci de ne pas caricaturer ma prise de parole, s'il vous plaît. Oui. Mais ça retranscrit, je finis 2 exemples, mais sur un mot, dans une certaine population donnée, une fréquence dramatiquement accrue de transsexualité a aussi été rapportée. Vous ne parlez pas de particulièrement élevé, vous dites dramatiquement. Enfin, entre les lignes, il y a des choses qui, moi, m'ont pas plu. Et je pourrais citer un paragraphe entier de votre livre, page 182, sur la taille du pénis des homosexuels. Et là, pour un scientifique, dire que, en fait, contrairement à ma théorie, et c'est déroutant, mais ça a l'air de vous gêner particulièrement, donc ça laisse poser la question de... j'ai d'abord une idée, et je cherche absolument à démontrer, et je ne pars pas de ce que j'observe pour expliquer, disant que, finalement, contrairement à ce que j'aurais dû démontrer, on observerait une taille du pénis plus élevé, plus large chez les homosexualités. Mais bon, je dirais que c'est parce qu'à la vue de leur propre pénis, ils seraient plus excités. Je trouve comme raisonnement scientifique, c'est un peu limite. Voilà, c'est tout. Mais merci de m'avoir laissé terminer. Merci beaucoup. Bon, c'est une interprétation qui a été présentée. Je l'ai reprise, elle n'est pas la mienne. Et je vous dirais, pour vous dire la vérité, que dans les corrélats que j'ai démontrés, il y en a un certain nombre qui concernent les hommes, un certain nombre qui concernent les femmes, et ils ne concernent pratiquement jamais les deux, ce qui est assez interpellant. Et de plus, il y a un certain nombre d'études que je n'ai pas reprises parce que ça allait compliquer encore l'histoire et plus personne ne m'aurait suivi. Il y a un certain nombre d'études qui démontrent que les hommes homosexuels, plutôt que d'être moins masculinisés que la moyenne, seraient plus masculinisés que la moyenne, ce qui rentrerait avec la taille du pénis, mais avec toute une série d'autres choses, la taille des doigts, etc. Il y a des études qui vont dans ce sens-là. Elles ne sont pas nombreuses assez pour tirer une conclusion, et je les ai ignorées. Mais la littérature sur le sujet, je cite 800 références dans ce bouquin. Il y en a probablement 5 ou 6 000 qui sont disponibles à l'heure actuelle. Et j'ai essayé de faire un résumé de ce qui allait dans un sens cohérent. Mais au point par point, vous pouvez me reprendre. Et si vous voulez m'envoyer votre liste, j'en tiendrai compte s'il y a une deuxième édition, sans nombre d'un doute. Merci. Oui, monsieur, bonsoir. Oui, bonsoir. Je vous posais une petite série de questions. Alors, j'ai suivi avec intérêt la conférence, à la fois, à dire comme scientifique, parce que moi je suis quand même enseignant en physique-chimie, il en faut un peu, et comme gay et militant. J'étais un petit peu dans une sorte de schizophrénie, puisque d'un côté, le scientifique, effectivement, percevait bien les arguments scientifiques, puisqu'on est sur des données statistiques difficiles à interpréter, mais le militant gay s'est senti quelquefois gêné par, et je pense que c'est ce que le monsieur voulait dire, par le champ lexical des fois employé, où effectivement, on avait l'impression que biologiquement, il était établi qu'un homme devait être attiré par une femme et une femme par un homme. C'était peut-être ce qui a pu gêner, effectivement, qui a pu provoquer un champ lexical qui a pu gêner certaines personnes. Alors, ce qui m'amène à poser bien 3 questions. La première, c'est quel regard critique vous portez sur vos travaux en termes d'éthique. Comment est-ce que la société peut utiliser ça pour venir un jour dire on va guérir l'homosexualité comme si c'était une maladie. Quelle utilisation il peut en être faite. Pourquoi balayer aussi vite l'aspect environnemental et notamment sur la sélection des sujets, vous l'avez abordé tout à l'heure brièvement. Effectivement, vous demandez à des gens, à une population de garçons s'ils sont homosexuels ou hétérosexuels ou s'ils sont attirés par les garçons et les filles,
un certain nombre, à mon avis, non négligeable d'homosexuels, enfin du moins d'hommes attirés par les hommes, vont vous dire non, non, je suis attiré par une femme, surtout pas, oula, pas de ça. De par les sociétés dans lesquelles on est, pourquoi ne pas travailler sur la préférence sexuelle en général? Je veux dire, est-ce qu'il y a des études faites sur pourquoi les hommes vont préférer plutôt des blondes ou plutôt des brunes et en quelle proportion? Ce qui, à mon avis, est tout aussi intéressant que de s'intéresser à pourquoi est-ce que des hommes sont intéressés plutôt par des hommes que plutôt par des femmes. Et dernière question, absolument pas dans le sens de la provocation, mais vraiment par intérêt scientifique, êtes-vous vous-même hétérosexuel ou homosexuel, et pensez-vous que les conclusions de l'étude auraient été différentes si vous aviez été de l'autre sexualité, de l'autre attirance sexuelle? Voilà, ça fait beaucoup de sujets, mais on peut peut-être commencer par la dernière. Oui. Je suis donc hétérosexuel, comme je l'ai annoncé dans ma conférence. Je vous dirais que la moitié au moins des travaux que je cite dans mon bouquin sont des travaux d'homosexuels. Simon Levet, qui est le gars qui a étudié les noyaux sexuellement dimorphiques, est homosexuel. Bill Bine est homosexuel. Dean Hammer, le gars du chromosome, est homosexuel, etc., etc. Donc, je pense que les gens, les scientifiques font passer leur raisonnement intellectuel avant leur priorité personnelle. Ceci dit, ce n'est pas toujours le cas, et je suis très très prêt à admettre que la science n'étudie que ce qui est à un moment donné fashionable, intéressant, etc. La science s'intéresse à certains problèmes et pas à d'autres. Alors, pourquoi est-ce qu'elle s'intéresse à l'homosexualité et pas à la préférence pour les blondes? Je pense que, quand je dis moi, ce qui m'intéresse, c'est l'orientation sexuelle. Je vous dis, ça fait 30 ans que j'étudie pas l'orientation sexuelle, j'étudie les différences sexuelles chez l'animal depuis 30 ans, et j'étais personnellement irrité par le ton de la littérature en français, parce que j'ai écrit ce bouquin en français, qui ne sont pas mes travaux, mais qui sont un résumé de travaux faits aux États-Unis essentiellement, pour apporter un autre éclairage sur quelque chose qui, à mon sens, est interpellant. Et je vous dirais que moi, l'homosexualité, je m'en fous personnellement. J'ai des copains qui sont homosexuels, qui sont des gens très très sympas. Moi, je suis hétérosexuel, et ça ne m'a jamais tracassé en tant qu'individu, alors que je sais que les homosexuels, souvent, ça les tracasse parce qu'ils sont différents de la norme, quoi. Quelque part, pour revenir au terme avant, ils sont une minorité, et être une minorité, c'est interpellant pour un adolescent qui est en croissance, d'où un taux de suicide 3 fois supérieur dans les adolescents homosexuels par rapport aux hétéros. Et je pense toujours, et j'ai eu pas mal de témoignages individuels qui me confortent dans cette idée, que le fait d'expliquer d'où ça vient, pour faire court, peut aider. Enfin, d'où ça vient, on n'en sait pas trop d'où ça vient, mais enfin, on a des pistes d'interprétation qui sont des pistes qui, à mon sens, sont déculpabilisantes. Et alors, je pense que c'est plus interpellant de se demander pourquoi on est hétérosexuel, parce que je me suis posé la question en écrivant ce bouquin-là, et j'y ai jamais pensé. Enfin, c'est quelque chose auquel je n'ai jamais pensé. Mais c'est aussi interpellant de dire quelque chose d'aussi complexe. Pourquoi est-ce que le fait de voir passer le cul d'une fille dans la rue m'excite tellement, alors que tous les mecs peuvent me passer devant et ça ne me fait rien? C'est tout de même interpellant, ça. Alors d'où est-ce que ça vient? Alors ça pourrait être évidemment. Alors le problème blonde-brune, c'est la même chose, mais c'est encore plus difficile à étudier. Ceci dit, c'est une différence beaucoup moindre biologiquement, donc du coup ça va être beaucoup plus difficile à étudier. Ça sera beaucoup plus lié à l'ontogenèse peut-être. Voilà. Et puis il y avait votre premier point. J'essaie de revenir en marche arrière à votre premier point. L'utilisation sociale. Le premier point, c'était par rapport à l'éthique. Je me permets juste par rapport à ce que vous disiez, une prise de réflexion, parce que vous avez évacué très très vite l'aspect probabiliste, aléatoire de la différenciation, alors que des travaux récents ont montré que des phénomènes quantiques intervenaient dans la photosynthèse, par exemple. Oui. Donc, pourquoi ne pas être sur cette piste finalement de l'aléatoire, des phénomènes liés à des raisonnements probabilistes? Pour revenir à ce point-là spécifique, au niveau quantique, il est clair qu'il y a des phénomènes qui sont aléatoires. Au niveau biologique, je pense qu'il y en a très très peu. Et en plus, je pense que c'est un abondance, c'est une démission scientifique que dire c'est aléatoire. Ça veut dire qu'on ne peut pas l'étudier et qu'on ne le comprendra jamais. Le jeu de dés, pour moi, n'est pas un phénomène aléatoire, c'est un phénomène physique totalement déterministe, mais qu'on ne comprend pas.
parce que il dépend simplement de la force avec laquelle vous jetez votre dé, de la rugosité de la table, etc. Bon, on ne va pas entrer dans le débat. Mais au niveau physique, il n'est pas probabiliste, il est défini. Alors, si je vous parle de la différenciation sexuelle en termes déterministes, c'est que, bon, moi j'ai 30 ans d'expérience en travaillant sur la caille et sur le rat, et je peux, avec 100% de succès, vous faire une caille de sexe génétique mâle qui a un comportement femelle et inversement. Donc ça marche toujours, ça ne rate jamais. Si on met de l'œstradiol dans un embryon mâle de caille, et c'est un phénomène différent de celui-ci, donc ne rentrons pas dans le détail, mais 100% des mâles se comporteront comme des femelles. Si je mets un inhibiteur d'aromatase chez un embryon femelle, 100% des femelles se comporteront comme des mâles. Donc c'est peut-être basé sur des choses qui sont probabilistes au niveau atomique, mais quand on a mis toutes les complexités ensemble, ça redevient déterministe. Alors évidemment, pour ce qui est de l'orientation, le phénomène est beaucoup moins clair. Et là, on a un niveau on a 30, 40, 50% de variance qui est expliquée, le reste ne l'est pas. Hein. Alors au niveau de l'éthique et des conséquences sociales, bon, j'ai déjà répondu à monsieur derrière à ce niveau-là. Je pense que connaître est une bonne chose. Si on devait arrêter la recherche parce qu'on pourrait l'utiliser de façon néfaste ultérieurement, il faut arrêter l'électricité, il faut arrêter les bagnoles, il faut arrêter l'atome. Bon, il y en a peut-être qui sont tentés. Il faudrait arrêter tout progrès parce que tout ce que vous allez découvrir peut être utilisé de façon bénéfique pour l'humanité ou de façon néfaste. Alors je pense que c'est aux sociétés de décider ce qu'elles feront. C'est le rôle des comités d'éthique et des politiciens. Les comités d'éthique, je pense que les scientifiques devraient y être associés parce qu'ils peuvent éclairer leurs décisions, mais la décision finale ne doit pas être aux scientifiques, elle doit être à des philosophes, elle doit être à des gens qui sont spécialistes en éthique. Voilà, bon, enfin, merci de l'interaction. Oui, madame. Je voudrais Je vous en prie. continuer l'interrogation, qui est peut-être moins une interrogation d'ailleurs en effet qu'une remarque comme celle que je faisais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'effectivement les rats et les oiseaux ne sont pas des hommes, même si effectivement on a les mêmes structures génétiques, les mêmes... Bon. Et quand vous parlez, effectivement, vous répondez à monsieur qui essayait de vous pointer le fait que vous avez passé rapidement sur les dimensions aléatoires. Moi, je réintroduis un terme que vous avez vous-même employé, encore une fois, qui est celui de complexité. Ce n'est pas la même chose qu'aléatoire. Et je trouve que le travail de la science, c'est d'aller précisément, non pas à évacuer l'aléatoire parce que c'est aléatoire, mais à aller dans la complexité justement parce que c'est ça une science, à mon avis. Et je voudrais aussi réintroduire, parce que je partageais un peu l'avis de monsieur au départ, sur le poids plus important de l'environnement que celui de la biologie. Je reste sur ma position, idéologiquement parlant, je dirais, je dis bien idéologiquement parlant, tout en me disant que ce qui m'intéresse, je reviens sur ma position de citoyenne, ce qui m'intéresse, c'est les controverses scientifiques, qu'elles viennent des sciences dures, pures et dures, avec toutes les dimensions quantiques que monsieur introduisait, ou qu'elles viennent des sciences humaines. Et ce que je déplore des fois un peu dans ces forums, j'ai tout à l'heure balancé de l'encensoir sur les forums, oui, je voudrais maintenant aller dans l'autre sens. C'est-à-dire que je trouve que dans ces forums, il y a beaucoup, effectivement, de travaux présentés passionnants sur ce qu'on appelle donc les sciences dures, au détriment donc des sciences dites molles, des sciences humaines, des sciences sociales, qui sont pourtant celles qui nous interrogent le plus en termes de citoyens. Voilà, c'est tout. D'accord, donc pacte, nous notons. Oui, je peux aller largement dans votre sens. J'ai évacué toutes les explications environnementales et psychologiques, etc. parce que le temps est limité et que ce sont celles qui sont prédominantes dans nos sociétés que je voulais apporter un autre éclairage, mais je suis tout à fait d'accord qu'il y a des choses extrêmement complexes qui se passent au niveau comportemental dans le développement d'un être humain, bien entendu, et je n'égalise pas un cerveau humain, un cerveau de rat, soyons clairs aussi. Je pense qu'on retrouve dans le cerveau humain des phénomènes qui sont présents dans le cerveau du rat. Maintenant, il y a un cortex absolument phénoménal qui s'est développé dans cette espèce, dans notre espèce, et ce cortex fait des choses absolument fabuleuses qu'un rat ne sait pas faire. Hein. Un tout petit mot, oui. Et donc, c'est intéressant de voir qu'effectivement, le behaviorisme, le constructivisme, l'approche freudienne, qui, encore une fois, est datée, mais dont vous avez dit vous-même que les Freudiens, Freud interprétait ça, c'était un biologiste, il interprétait à son époque certains phénomènes en termes d'arrêt de développement. Donc, c'est intéressant, ce serait intéressant peut-être de voir comment vous articulez cette approche freudienne, vous qui êtes biologiste et lui qui l'était,
pour réintroduire justement la dimension controversée des sciences. Et c'est ça, je crois, qui peut être éclairant pour un citoyen, plutôt que de poser les choses de façon... C'est vrai que vous avez présenté les choses vraiment en affirmant que même si c'était complexe et plus complexe que ça, les biologistes ont raison sur les constructivistes, quoi, de toute façon. Hein. Oui, oui. Bon. J'ai dit ça, moi oui. J'ai qui dit non, ça, non. et pour vous dire la vérité, je le pense, mais je suis biologiste, et c'est au constructivisme. Bon, j'ai fait le débat avec une constructiviste à la radio belge un jour. Mais Bon, vous savez, si nous amenons un physicien ici et un chimiste, oui, ça va aussi être pas toujours facile. non, Oui, mais monsieur. il faudrait 25 heures pour débattre de ça dans le détail, évidemment. Oui, monsieur, bonsoir. Moi, j'aimerais intervenir sur ce que vous veniez de dire, un peu à l'inverse de mes collègues qui ont participé. C'est que justement, en dehors de toute l'étude statistique qui est faite autour de ça, l'intérêt dans la comparaison avec les animaux et dans l'étude sur les hormones sur les humains, c'est justement le rapprochement avec la nature. Et ce qui me paraît un peu primordial justement dans le débat sur l'homosexualité, c'est le rapport à la nature, et c'est ce que je trouve intéressant justement dans le rapprochement sur le débat génétique et hormonal, c'est tout le rapport par rapport à la nature, et donc qui ferait de l'homosexualité une chose normale puisque naturelle. Mais c'est normal puisque naturel, enfin... Oui et non, dans la mesure où bon, ça se produit dans la nature, donc il y a des espèces animales qui sont homosexuelles, donc c'est naturel dans ce sens-là. D'un autre côté, l'essentiel des théories darwiniennes et néo-darwiniennes et toute l'évolution nous amène à penser tout de même que la force motrice de l'évolution, c'est la reproduction. Or, a priori, la reproduction n'existe pas dans un couple homosexuel, sauf si elle se produit suite à des pressions de l'environnement, etc. Et donc, dans ce sens-là, ça revient d'ailleurs à la question qui a été posée tout à l'heure, dans ce sens-là, l'homosexualité n'est pas naturelle parce qu'elle ne conduit pas à la propagation des gènes à la génération suivante. En théorie évolutive. Alors, naturel, anormal, reprenez ça dans le sens scientifique, comme je l'ai dit tout à l'heure. Hein. Mais l'homosexualité, quelque part, est en contradiction avec les théories de l'évolution. Alors, c'est quelque chose d'apparent. Ceci étant, j'explique dans mon bouquin qu'on a montré maintenant que l'homosexualité masculine est une attraction exagérée pour les hommes. Si elle est génétique et si elle est partagée par les femmes, ça conduirait à un avantage évolutif caché, et on a pu montrer, il y a une seule étude italienne qui montre une descendance plus abondante chez les femmes parentes d'homosexuels que chez les femmes non parentes d'homosexuels, ce qui est en accord avec la théorie, ne la démontre pas. Tout à fait, justement, je voudrais rebondir juste sur ce que vous venez de dire au niveau naturel, puisqu'il y a tout un tas de phénomènes naturels de régulation, justement, par exemple, la progression au niveau des forêts, etc. Et c'est tout, justement, un peu ce qui me choque dans votre réponse, justement, c'est que moi, ça me paraît plus naturel en comparaison avec tous les autres phénomènes de la nature, justement, que ça pourrait être, j'extrapole, mais un phénomène de régulation, justement, en rapport avec la reproduction qui est, entre guillemets, le tout aboutissement génétique de notre espèce. Mais c'est juste le dernier mot que je voulais dire. Oui. Je voudrais faire deux remarques, en fait. Une sur la reproduction. Bien fort. Oui, je voudrais faire deux remarques. Une sur la reproduction et l'autre sur le freudisme. Je vais commencer par le freudisme. C'est vrai qu'il y a beaucoup de sciences dures aussi, mais c'est un forum scientifique. Alors, quelquefois, on évolue un peu vers la philosophie, vers les sciences humaines, mais vous savez bien que le freudisme, de nos jours, n'est plus considéré par beaucoup de philosophes des sciences, je pense à Popper, comme une théorie scientifique. Donc là, rien que ça demanderait un énorme débat, n'est-ce pas? Donc je crois qu'un scientifique un peu pur et dur a toute raison d'éviter un peu de s'embarquer sur le freudisme. Sur l'affaire de la reproduction, il est vrai que ce que Darwin nous dit, c'est qu'il faut bien que l'espèce humaine se reproduise, sinon elle ne serait plus là. Mais il ne nous dit jamais que tout le monde doit se reproduire. N'est-ce pas? Oui. Il y a une variabilité, et cette variabilité laisse la place à l'homosexualité. Je dirais même que d'un point de vue actuel, où nous avons un problème de surpopulation, nous voyons, vous me confirmerez, certains comportements homosexuels se développer dans des cas de surpopulation, et justement, peut-être à juste titre, du point de vue de l'évolution de l'humanité. Donc le problème de la morale, en fait, le problème de la morale doit être déconnecté du problème scientifique. Je
pense au racisme, qui est un cas typique. Souvent, on dit le racisme, il n'est pas valable pour... On peut montrer que la génétique est opposée au racisme, car on peut, à mon avis, démontrer le contraire. La science n'a rien à dire là-dessus. Ce sont des problèmes purement moraux que nous devons juger en tant qu'être humain ayant développé une morale valable pour notre société, peut-être transcendante, peut-être pas, hein, il n'y a pas de marge de manœuvre, mais en tout cas qui, effectivement, quelque part, ne sont pas le sujet des forums. Voilà. Bon, les deux sujets. D'accord, hors sujet. Allez, hop, on est hors sujet. Excusez-moi, Un mot de conclusion. Oui, tout à fait d'accord. La biologie n'est pas la morale. Je l'ai dit à propos de l'infanticide et je suis tout à fait d'accord avec vous. Ce n'est pas parce qu'un phénomène est biologiquement sélectionné, ce n'est pas parce qu'il se produit dans la nature qu'il est acceptable ou inacceptable dans l'espèce humaine. C'est nos jugements moraux qui doivent nous dire si une chose est acceptable ou inacceptable. Ceci dit, je pense qu'il y a une interaction entre la morale, l'éthique et la science, dans la mesure où il faudrait tout de même que l'éthique et que nos systèmes sociaux tiennent compte de l'existence biologique des êtres que nous sommes et ne pas essayer d'imposer, enfin pour reprendre un débat, on va lancer ça et puis on arrêtera, mais d'essayer d'imposer le célibat et l'abstinence sexuelle à des populations humaines entières. Bon, vous voyez à quoi je fais allusion, alors que c'est biologiquement totalement inadapté, quoi. Mais ce sont des problèmes différents au départ. Le 9 juin, nous serons avec Guillaume Lecointre, qui est professeur au Muséum national d'histoire naturelle, pour parler d'un thème autour de la démarche scientifique et de la laïcité. Je voudrais que nous remercions le professeur Balthazar d'être venu depuis la Belgique.